France, les gens pensent que c'est moins risqué de jouer au loto que de placer en bourse. Ça donne une idée du niveau d'éducation financière qu'on a. Les cryptos, bitcoin, etc. On entend millionnaire. Pour autant, est-ce qu'on y comprend vraiment quelque chose? Et d'un autre côté, on se dit, quand même, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est en train de se passer et je suis pas dedans, quoi. On a créé la boîte, 4 ans plus tard, on est devenu la plus grosse plateforme française pour acheter et vendre du bitcoin. Le bitcoin n'est pas la première crypto-monnaie, mais potentiellement la dernière. Tu ne peux pas hacker bitcoin. Le but du bitcoin, c'est pas de s'enrichir, c'est de ne pas s'appauvrir. Mettre de l'argent sur un compte bancaire n'est pas sans risque. Un conseiller, vous lui dites est-ce que c'est sans risque, il va vous dire oui. Alors qu'en fait c'est pas vrai. Je le vois au quotidien, il y a beaucoup d'escroqueries qu'on peut éviter facilement. Ça n'existe pas de faire x10 du jour au lendemain. Ça n'existe pas. La France qui emprunte de l'argent maintenant à des taux qui étaient l'équivalent de la Grèce quand c'était mal barré pour eux. Donc les gens doivent se poser ces questions-là. Où est-ce que je place mon argent? Tout le monde finira par acheter du bitcoin, mais tout le monde aura le prix qu'il mérite. Salut à tous les amis, c'est Boris, on se retrouve pour un nouvel épisode du Trade Class. On est avec, bien évidemment, Kémil. Bien évidemment. Habituellement, il est toujours là. Il sera là jusqu'à la fin. Il y a une fin un jour, on n'espère pas. Et notre invité du jour, Alexandre. Alors, très rapidement, Trade Class très particulier aujourd'hui. Pour rappel, le Trade Class, c'est le format qui est fait pour vous donner les clés sur des thématiques, des sujets, des compétences qu'on n'apprend pas en école, qu'on n'apprend pas spécialement dans les études, etc. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet assez controversé, crypto et bitcoin. Là, tout de suite, quand on parle de ça, il y a des petites alarmes qui s'allument dans votre tête, arnaque, argent, etc., etc. Alors, c'est un talk qu'on n'a rien à vous vendre, hein. C'est un talk complètement pédagogique où justement, je vais vous donner un petit peu de contexte pourquoi on a voulu faire ce talk-là avec Kémil. C'est qu'on se dit, ok, on entend depuis un moment parler des cryptos, bitcoin, etc. Forcément, ça parle d'argent, on entend des millionnaires, des choses comme ça. Donc, on tend un petit peu l'oreille, mais pour autant, est-ce qu'on y comprend vraiment quelque chose? Même on aimerait s'y intéresser, mais parfois on se dit non, mais bon, c'est un peu trop compliqué les histoires de blockchain. Et d'un autre côté, on a un peu cette peur de manquer le train. On se dit quand même, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est en train de se passer et je suis pas dedans, quoi. Et donc on s'est dit avec Kémil, bon bah, on va faire venir ici un expert crypto Bitcoin, justement, parce que Bitcoin, c'est la première, et aussi, lui, c'est son sujet d'expertise, justement. Toi, tu es certifié aussi AMF, c'est ça? La société, du coup. La société, oui. société, Donc, en gros, tu es habilité, en tout cas, légalement, à parler de ces sujets-là. Pourquoi aussi on reçoit Alexandre, du coup? Pourquoi on reçoit Alexandre? Justement, j'ai parlé d'experts, c'est pas pour rien. C'est parce qu'Alexandre est le CEO et cofondateur de Bitstack, qui est la première application pour épargner du Bitcoin sans y penser. Également, tu es passé par Y Combinator. C'est ça. Une des rares startups françaises à être C'est passée vrai, par on Y n'est pas Combinator. beaucoup. Ouais. Il y en a combien? Il y en a quelques-unes. J'ai regardé, il y en a 63 depuis 2005. Depuis 2005. Ouais. Tu reconnais de poiture, il a réussi à percer dans le monde des startups. On a voulu faire ce talk-là pour pouvoir poser à un expert toutes les questions les plus bêtes possibles qu'on peut avoir, vraiment pour vulgariser un maximum cette thématique et pour vous la livrer. Alors, pour ceux qui connaissent déjà et qui ont déjà même potentiellement investi et tout, on va pas poser que des questions bêtes. On va essayer d'aller creuser justement dans cette utilité des cryptos, des bitcoins, aborder des sujets potentiellement philosophiques, géopolitiques, même business. Donc voilà, après mon intro interminable, on va pouvoir y aller. Peut-être avant, Alexandre, tu veux nous dire un ou deux mots sur toi, peut-être te présenter plus précisément. Non, c'était une très bonne intro, merci. À la fois pour moi et pour Bitstack. Mais pour me donner en quelques mots, moi aussi, une petite introduction. Donc, je suis Alexandre Roubaud, je suis le cofondateur, un des deux cofondateurs, puisqu'on est deux associés sur cette aventure-là. Et le CEO pour ma part de Bitstack. Bitstack qui est une société qu'on a créée du coup tous les deux avec mon associé Kabir en 2021, après un retour du Canada. Puisque pour la petite anecdote, donc moi à mes 17 ans, je suis parti, alors je suis originaire d'Aix-en-Provence. Je suis parti faire mes études à l'université de McGill à Montréal au Canada. J'ai fait une école de commerce. Mon associé, lui, a fait une école d'ingé. Donc, il est ingénieur de formation, ingénieur mécanique de base, converti en ingénieur informatique. Et pendant nos études, on est tous les deux tombés sur le Bitcoin. Ça a été le point qui nous a rapprochés. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puisque moi, je bossais sur un projet Bitcoin déjà depuis 2016. En parallèle de mes études, et lui était le président et fondateur de la première association étudiante sur la crypto, la blockchain, etc. à McGill, et qui est devenue la plus grosse asso au Canada sur le sujet. Oui. Et il organisait des événements sur le campus, et moi, donc comme je bossais sur le Bitcoin, j'y ai participé, et on s'est rencontrés comme ça une première fois. C'est resté le Bitcoin un sujet plutôt à titre perso, soir, week-end. Comme pour ceux qui ont la référence, on tombe dans le rabbit hole. Vraiment parce qu'il y a beaucoup de sujets, on va en parler de quelques-uns, je pense. Et après mes études, j'ai bossé pour une boîte canadienne qui était aussi une fintech, donc une boîte en technologie financière, qui développait une application pour aider les Canadiens à épargner et investir. Donc sujet
commun avec Bitstack, mais là, pas sur le Bitcoin, mais sur les marchés financiers, sur la bourse, Ok. pour qu'ils puissent capitaliser pour leur retraite, puisqu'en Amérique du Nord, on capitalise, et pas comme en France, et c'est aussi un autre sujet. Et cette boîte s'est fait racheter 3 ans plus tard. Moi, je dirigeais le produit chez eux, Ok. donc j'ai touché à beaucoup de choses. Elle s'est fait racheter par une autre boîte, et à ce moment-là, j'ai décidé de partir et de réconcilier ces deux mondes-là, qui était cette première mission d'aider les gens à épargner. Ouais. C'est le point de départ. Épargner pour financer des objectifs de vie, c'est ça qui est important. Mais pour financer des objectifs de vie qui ont un horizon de temps plus ou moins long, une maison, ça peut être un voyage à plus court terme ou une maison à plus long terme, il faut protéger son pouvoir d'achat. Et donc là, le Bitcoin a une vraie proposition de valeur. Et Bitstack est né comme ça. Donc c'est d'aider les gens à épargner en Bitcoin. On est rentré en France avec Kabir, du coup. Enfin, j'ai pitché cette idée à Kabir, on s'est associés. Je suis rentré en France dans un premier temps de mon côté. On a créé la boîte et c'est vrai que 4 ans plus tard, on est devenu la plus grosse plateforme française pour acheter et vendre du Bitcoin et globalement épargner en Bitcoin, puisque c'est ça la proposition de valeur. Il me semble que vous avez fait une levée aussi dernièrement. Alors c'est ça, c'était pas si dernièrement que ça, mais Ok. oui, on a levé à plusieurs reprises. Aujourd'hui, on a levé plus de 7 millions, alors j'ai plus le chiffre exact là, mais plus de 7 millions de dollars, enfin euros/dollars, Ok. depuis le début. On est passé par Y Combinator, tu le précisais juste avant, qui est un incubateur à San Francisco, enfin dans la Silicon Valley aux États-Unis. Qui est très très cool parce que c'est une super expérience pour tout entrepreneur qui veut lancer une très grosse boîte et qui veut être accompagné avec les meilleures pratiques sur comment monter une boîte, comment recruter une équipe de A-players, comment lever des fonds, comment construire un produit que les gens aiment. Parce que c'est ça qui compte, c'est de construire un produit pour des clients, pas pour juste construire un produit. Et comment juste construire sa boîte. Ouais. Donc voilà, programme de 3 mois, mais finalement un accompagnement à vie, une fois qu'on ressort du programme. Ok. À titre perso, et c'est comme un tampon Ouais. d'école à l'américaine ou même école élitiste en France. Donc on a le tampon d'alumni à tout jamais, à titre perso et à titre de la boîte. Et donc aujourd'hui, ils nous accompagnent encore sur nos sujets. Ouais, vous avez Ok. accès aux experts, après vous pouvez Voilà, prendre exactement. des calls. Experts qui sont des gens vraiment très inspirants, puisque c'est alors toujours à l'échelle américaine, c'est là où ils sont très bons, des très très gros entrepreneurs à succès. Ça va du fondateur un des anciens fondateurs de Twitch, des fondateurs de très grosses boîtes, puisqu'il y a Coinbase qui est passé par là, Ok. Airbnb qui est passé par là, GitLab, Twitch, on l'a dit, etc. Ok. Donc c'est vrai que c'est des Ouais. gens qui se rendent très accessibles et ça c'est vraiment très très cool, et qui prennent du temps pour t'aider à juste changer le monde. Donc Ouais. c'est quand même voilà, c'est hyper inspirant, c'est hyper motivant. Et après on a levé aussi avec plein d'autres fonds français, anglais, américains, et on en est là aujourd'hui. Ok, 1000 questions qui Ouais. viennent en tête. Ouais. J'en ai une peut-être, premièrement. T'as découvert le Bitcoin pour la première fois en quelle année t'en as entendu parler? Alors c'est toujours j'ai posé cette question aussi à beaucoup de gens. Ok. Je pense que c'est difficile d'y répondre parce que on en a peut-être entendu parler à un moment donné, mais sans vraiment Ouais. y faire attention. En tout cas, la première fois où je me rappelle me pencher sur le sujet et me dire tiens c'est quoi, c'était en 2016. Ouais. J'ai une image, alors est-ce que c'était la première, c'est là je peux pas te dire, mais j'ai une image d'être à la maison, d'avoir téléchargé Coinbase et d'acheter un Bitcoin qui était à moins de 1000 balles. Alors juste pour que les gens se situent, c'est pas du tout de manière prétentieuse, puisque j'étais étudiant, donc Ouais. les gens ne peuvent. Enfin, n'imaginez-vous pas que j'ai acheté beaucoup de Bitcoin à ce moment-là. C'était quand même 1000 balles, donc j'ai dû mettre 100 balles, quoi. Et encore, c'était Ouais. déjà pas mal. Mais pour que les gens se situent, voilà, 2016, un Bitcoin à quelques centaines de dollars. Et de commencer à suivre le sujet et très rapidement tomber dedans, parce qu'avec une année 2017 qui a été quand même assez mouvementée, puisque fin Ouais. 2017, on passe en un an avant, moins de 1000 balles à plus de 20 000 balles le Bitcoin. Qu'est-ce qui t'a intéressé directement là-dedans et qui t'a fait passer le gap? Parce que t'as plein de gens qui en ont entendu parler à cette époque-là. Moi aussi, je l'ai découvert Ouais. en 2016, je pense. Moi, j'ai pas franchi le pas. Qu'est-ce qui te fait que toi, t'as franchi le pas, par exemple? C'est un concours de circonstances. Moi, c'était d'un angle. Je passais beaucoup de temps en extracurriculaire sur tout ce qui était événements de start-up technologiques. Donc, tout ce qui était Ok. nouvelles technologies, ça m'intéressait pour changer plein de verticales différentes, pas forcément. Et comme j'avais une impétence assez particulière pour tout ce qui est finance et comprendre un peu la finance, l'économie, etc., il y a eu un concours de circonstances qui ont fait que c'est un sujet qui m'a particulièrement passionné. Plus, et je pense que c'est un peu de la chance, encore une fois, le fait que je me suis retrouvé dans des meet-up. Donc, pour que les gens visualisent, je ne sais pas si c'est un concept qui est très répandu en France, mais les meet-up, c'est vraiment. D'ailleurs, il y a une application qui s'appelle Meetup. Ok. C'est tu organises un événement sur lequel tu rassembles quelques dizaines de personnes ou quelques centaines autour d'un sujet pour discuter.
Ok. Et donc, ça peut se faire sur n'importe quel type de sujet. Et là, il y avait des meet-ups sur des gens dans le Bitcoin et dans la crypto. Et je me suis retrouvé dans ces meet-ups-là à discuter le soir avec des gens qui étaient passionnés par le Bitcoin et qui étaient déjà convaincus que ça allait changer le monde. Ah ouais. Et en plus, particulièrement, et là, ça, c'est un coup de moi, je trouve que c'est un coup de chance, c'était des meet-ups de Bitcoin Maxi. Ok. Ah, ok. Des gens qui ne pensaient et ne croyaient uniquement, étaient convaincus uniquement par le Bitcoin. Et donc, ça m'a énormément aiguillé puisque ça a focalisé mon énergie sur Bitcoin et pourquoi Bitcoin allait changer le monde et pas toutes les cryptos ou Ouais. la blockchain au sens large. Donc, ça a beaucoup aiguillé ma pensée d'aujourd'hui, qui est effectivement que la grosse valeur ajoutée aujourd'hui, elle est sur le Bitcoin. Il y a d'autres sujets comme les stablecoins, les actifs réels tokenisés, etc., qui sont intéressants. Mais je ne suis pas du tout un adepte ni un fan de promouvoir tous les shitcoins. Donc, ce qu'on appelle les shitcoins, pour ceux qui ne savent pas, c'est Ouais. toutes les autres crypto-monnaies hors Bitcoin, Ouais. grosso modo. Parce que pour moi, elles ont un aspect spéculatif. Moi, j'appelle ça le casino géant en ligne. Ouais. Ok. Donc, en fait, si tu veux gambler, si tu veux jouer, ça peut être intéressant. Si tu veux essayer de faire du trading, qui est un métier normalement à la base professionnel, tu peux. Donc, voilà, mais c'est à ce cas d'usage-là uniquement. On n'est pas là pour révolutionner ni l'épargne, ni le paiement, ni d'autres choses, versus le Bitcoin, les stablecoins, les actifs réels tokenisés, etc. Voilà, donc c'était un peu ça les premiers événements pour moi autour du Bitcoin qui m'ont amené à ce que je fais aujourd'hui. C'est marrant parce que justement, c'est un cliché, nous, qu'on va essayer de traiter aujourd'hui, Ouais. que le Bitcoin, c'est un peu cette image aussi de casino qui c'est très spéculatif. Donc, on en parlera juste après. Ça fait partie des raisons aussi pour lesquelles on a voulu te recevoir toi. Je pense qu'il y en a deux grosses. C'est que justement, sur crypto, ce qui hystérise beaucoup les gens, c'est tout cet aspect spéculatif et tout. Et toi, tu as l'angle de la réserve de valeur, de l'épargne, etc. Donc c'est intéressant. Et aussi parce que on avait découvert Bitstack et on a été client naturellement de Bitstack en fait. Ok, trop bien. Et donc on s'était dit, parce que toi, il me semble, si tu veux, on dit un petit peu nos parcours respectifs sur la crypto, où on en est. Vas-y. Comment si tu veux. Moi, c'était très simple. Hein. J'ai découvert un peu comme tout le monde la crypto parce que ça en parlait, parce que il y a eu des personnes qui sont devenues riches par la crypto. Donc, rentrer par la crypto un petit peu sur ce côté spéculatif. En tout cas, c'est les premières choses dont j'en ai entendu. Après, au fur et à mesure, je m'y suis pas trop intéressé parce que justement, j'avais plein de clichés par rapport à ça. Puis quand j'ai commencé à m'y intéresser, je commençais à comprendre que il y avait des rouages derrière qui faisaient que c'était pas créé pour ça en réalité. En tout cas, pas toutes les cryptos, notamment le Bitcoin. Donc, je m'y suis pas mal intéressé. Mais je trouve que, un peu comme tu disais, rabbit hole, si tu commences à y aller, il y a tellement de sujets, tu peux t'éparpiller. Donc, j'ai pas creusé tant que ça. Et justement, quand j'ai découvert Bitstack, c'était un peu, c'est la solution pour que je puisse mettre un peu de côté, avoir un peu de Bitcoin sans trop m'y intéresser, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas le temps. Ouais, exactement. C'est ça ça le but, et tu le disais plus tôt, c'est sans y penser, sans effort, de manière indolore. C'est un peu tous les mots que nos clients reprennent. Mais vas-y, tu voulais peut-être aussi partager. Moi, alors du coup, j'en ai entendu parler en 2016, fin 2016, mais j'étais en prépa, donc j'avais pas trop le temps de m'y intéresser. Mais je me suis dit quand même, ah putain, mais j'ai manqué un truc, tu vois. Après, je crois qu'il y a eu Rebelote en 2019, il y a eu un autre boom, et là j'étais en mode, putain, je l'ai encore manqué. Et puis en 2021, je me suis dit, bon, allez, on va quand même s'y intéresser. Alors, j'ai pas mis énormément, je suis mettre 500, je dois avoir 500 en Ether, et pareil en Bitcoin à l'époque. Mais, et aussi, j'avais essayé Shitcoin. Alors, pas tant pour devenir riche du jour au lendemain, mais en fait, je voulais un truc, je suivais des gens et tout, et je voulais un truc qui me permettait de rentrer dedans, peut-être juste de commencer à en acheter, tu vois. Alors, bon, je n'ai pas acheté spécialement énormément de Shitcoin et tout, je suis pas devenu riche avec ça, mais ouais, et c'est ce qui m'a permis, par exemple, de comprendre l'univers un peu, d'avoir un compte MetaMask, par exemple, tu vois, à l'époque, de pouvoir acheter mes premières cryptos, etc. Donc voilà, quoi. Ouais, j'ai pas mis un pied comme ça dedans, moi. Après, moi, j'ai bien testé les trucs et tout. J'avais une question avant de faire notre petit rituel qui va bientôt venir, mais est-ce qu'à l'époque, donc en 2016, quand tu achètes tes premiers bitcoins, tu avais déjà investi sur des actions en bourse ou pas du tout? C'est vraiment ton premier investissement? Non, j'avais. Ou en tout cas, ça coïncidait plus ou moins au même moment, parce que justement, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui est sujet de finances personnelles. Donc, alors, je gagnais pas encore d'argent, j'étais étudiant, mais de se dire, ok, à un moment donné, quand je vais travailler, comment je vais épargner, comment je vais investir. Aussi parce que c'est une mentalité très américaine de capitaliser. Et je peux développer un peu ce que je disais, parce qu'en fait, beaucoup de choses découlent de là. C'est qu'en Amérique du Nord, mais principalement aux États-Unis,
contrairement en Europe, tu dois capitaliser pour ta retraite ou pour ton avenir, en fait. Donc, tu n'as pas des charges qui sont financées par ton employeur et par tes impôts qui te garantissent une épargne pour ta retraite. Ce qu'on appelle les cotisations par répartition. Ouais. Là-bas, ils doivent capitaliser. Donc, les gens sont obligés de s'y intéresser, s'intéresser à tous ces sujets-là, parce que s'ils ne capitalisent pas, tu n'as rien, grosso modo, à la fin. Et c'est aussi une réalité qu'on retrouve dans les études, et ça, c'est un peu triste, malheureusement, pour les Européens, et notamment les Français, c'est que justement, après coup, puisque les Nord-Américains capitalisent, ils ont un ascenseur social qui est beaucoup plus important que les Européens, puisque ça fait beaucoup d'argent qui est inséré sur les marchés. Donc en fait, c'est de l'argent qui vient financer les grandes entreprises américaines. Et donc les grandes entreprises américaines ont plus d'argent pour se développer, ils font des leaders mondiaux et ils gagnent en part de marché, et ça se redistribue puisque l'épargne du coup des Américains prend de la valeur et ils ont un ascenseur social sur leur patrimoine. Alors qu'en France, quel est l'investissement principal? C'est l'immobilier, qui a un ascenseur social déjà intéressant parce que tu bénéficies du levier de la dette bancaire. Donc, tu mets un apport qui est couplé par de la dette bancaire et donc tu te crées du patrimoine. Mais c'est un ascenseur social qui est quand même beaucoup plus faible que d'investir sur les marchés financiers qui fait historiquement entre 8 et 12% par an sur les 50 dernières années. Ouais. Donc voilà, et tout découle de là parce que malheureusement on est sur ce système de retraite par répartition en France, donc avec un message derrière qui est très simplement l'État vous garantit votre retraite, donc vous n'avez pas besoin vraiment de vous soucier de votre avenir, et en plus l'argent est donc donné à l'État qui finance très mal cet argent, enfin qui gère très mal cet argent-là, versus moi ce que pour le coup je prône sur cet aspect-là, ça serait qu'on ait une répartition, un mix match entre certainement un minimum. Parce que je pense qu'il y a un côté social qui est intéressant. Si tu es en incapacité de pouvoir travailler à un moment donné ou quelque chose, il faut qu'on ait un genre de seuil de sécurité pour certaines typologies de personnes à qui il arriverait certaines choses, mais qu'on nous laisse capitaliser parce que cet argent fructifierait beaucoup plus et en plus viendrait s'insérer sur l'économie française. Donc en fait, c'est bénéfique pour tout le monde. Voilà, ça c'est le sujet de base qui fait qu'on se pose des questions sur son pouvoir d'achat, sur l'épargne et donc le Bitcoin s'insère dans cette réflexion-là, quoi. Gros sujet d'intelligence financière, gestion financière en France. Je sais pas toi, mais moi, je sais que beaucoup de gens de mon entourage, c'est un petit peu la mécanique classique de je fais mes études et comme tu le disais, une fois que j'ai mes études, le premier truc que je dois faire, c'est me trouver un appartement, investir pour pouvoir le louer derrière et parce que comme ça, dans 20 ans, je serai un peu tranquille, j'aurai une rente où je pourrais le revendre et je fais une plus-value. Mais personne ou quasiment personne parle de placement, d'investissement, etc. Les gens ne connaissent pas grand-chose. Du coup, y a une multiplication un petit peu des applications aussi qui permettent de simplifier ça. Mais ça ne pousse pas non plus les gens à s'y intéresser un peu plus. Donc, mais c'est vrai qu'il y a vraiment juste pas d'éducation par rapport à ça. On ne sait pas quoi faire de son argent une fois qu'on commence à recevoir ses premiers salaires. Non, pour la petite anecdote, ça paraît contre-intuitif. Et moi, j'étais tristement surpris. Mais en France, on est un des pays avec la pire éducation financière. Ouais. Et on en parlait, je crois, juste avant l'intro, où je passais dans l'intro. En école, mais même au collège, lycée, on devrait apprendre des bases. Je suis totalement d'accord. Alors, ceux qui ont la chance de faire des écoles de commerce et des bonnes écoles de commerce, on est introduit à certains sujets, donc heureusement. En tout cas, moi, c'était le cas en école. Mais bon, j'étais en Amérique du Nord, donc c'est encore une fois différent. Mais je pense que c'est le cas aussi en école de commerce. Mais pas tout le monde a ces notions-là. Pas tellement, justement. Ok. En tout cas, d'un point de vue personnel, j'ai tel capital, qu'est-ce que j'en fais, etc. Ok. Ouais, pas du tout. Et ça se reflète dans... alors déjà, une anecdote, j'ai plus le chiffre, mais les gens regarderont ou demanderont à ChatGPT. Mais grosso modo, c'est en France, les gens pensent que c'est moins risqué de jouer au loto que de placer en bourse. Ouais. Donc ça donne une idée du niveau d'éducation financière qu'on a, qui est du coup grave. On en rigole, mais c'est vrai que c'est grave parce que ça a des vraies répercussions. C'est-à-dire, encore une fois, les gens du coup ne s'intéressent pas à comment placer son argent, qui a deux intérêts. Un, déjà, rien que de protéger son pouvoir d'achat, puisqu'il y a d'un côté un sujet d'inflation qui revient énormément et qui est d'ailleurs le pouvoir d'achat, le sujet politique, j'ai envie de dire presque du jour, le plus important, mais pour des bonnes raisons, parce qu'il faut protéger son pouvoir d'achat, on travaille dur, on gagne de l'argent, et comme je disais plus tôt, l'argent c'est un moyen pour une fin, c'est pas une fin, on veut financer certaines choses. La résidence principale qui est le premier objectif de vie de tous les Français, après c'est préparer sa retraite, préparer l'avenir de ses enfants, voyager, se faire plaisir, etc.
Mais si on ne protège pas son pouvoir d'achat, c'est l'analogie du glaçon qui fond, vous mettez de l'argent d'un côté et hop, votre pouvoir d'achat, il diminue dans le temps. Donc il faut déjà placer pour cette première raison-là. Et en plus, au-delà de ça, on peut aussi fructifier son argent et se créer un patrimoine intéressant pour se faire plaisir. Mais donc on manque énormément d'éducation financière, ça c'est un vrai sujet. Et après, le Bitcoin, c'est encore autre chose. Une fois qu'on a de l'argent et qu'on se pose la question qu'est-ce que j'en fais, là je trouve que c'est intéressant de aussi se creuser le Bitcoin. Alors justement, c'est intéressant comme point parce que moi, par exemple, j'ai pas reçu d'éducation financière particulière. Même, j'avais une croyance, c'est que tant que j'avais pas fait au moins 10 000 euros par mois, ça sert à rien de m'occuper des trucs d'investissement, etc. Et je pense que ça a un rapport aussi, et ce qui met un frein là-dessus sur les gens, parce que les gens savent, ils entendent parler de la bourse, des ETF, etc. Mais je pense que c'est un lien quand même avec le côté gratification, le délai de gratification que tu as, ce côté un peu discipline de OK, chaque mois, je vais épargner quelque chose qui, en fait, peut-être, ou bien même assurément, mais tu vois, c'est dans 5, c'est dans 10 ans, tu vois, c'est pas maintenant. Et je pense que c'est peut-être ça qui fait ça aussi. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, comme on le dit, il y a des gens qui ne savent pas. Moi, j'ai été choqué d'un truc. Donc, j'ai fait terminale et première ES. Donc, on a des notions d'SES, d'économie un petit peu. Après, on a fait prépa où aussi on plonge encore plus dans l'économie. Et je pensais du coup très naïvement que certaines notions comme la compréhension de l'inflation, la compréhension aussi de comment fonctionnent les impôts, tout simplement, c'était quelque chose de très naturel, démocratisé. Et j'ai été choqué de voir que pas du tout, et que 3/4 des personnes ne comprennent pas simplement que les impôts, il y a un système de paliers, et que si on est imposé à 30%, c'est pas tout notre revenu, mais c'est le palier qui est dedans. Et pareil pour l'inflation, tout bêtement, que ton argent qui dort sur un compte perd de la valeur. Et la plupart des gens ne comprennent pas, alors que, comme tu le disais, ça touche directement au pouvoir d'achat. Et je trouve ça limite honteux qu'on n'explique pas à tout le monde, dès le collège, dès le lycée, ces notions-là qui sont juste essentielles parce qu'on n'a pas envie de perdre de l'argent sur son salaire, quoi. Je peux, alors, je disais, sans rentrer dans les sujets politiques, mais comme ça, j'ouvre une porte, les gens creusent de leur côté. Mais quand même, la question mérite d'être posée, c'est est-ce que c'est pas fait exprès ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même un sujet, c'est si on améliore l'éducation financière, ça veut dire que derrière, on émancipe les gens et que les gens cherchent une liberté financière. Qui dit liberté financière dit émancipation de l'État et de beaucoup de choses. Donc est-ce qu'il y a un intérêt de ne pas éduquer les gens financièrement ? Les gens peuvent se faire leur propre avis, mais il faut comprendre. Moi, je trouve que pourquoi je dis ça, c'est pas pour faire la théorie du complot. C'est juste parce qu'il faut comprendre les incitations économiques de certaines décisions, de certaines choses. Dans tous les cas, le message, de toute façon, il est clair. Il faut que les gens s'éduquent par eux-mêmes. Il faut être souverain de ses propres idées quand même et faire ses propres recherches. Mais voilà, c'est quand même dommage. Donc nous, c'est vrai qu'aussi chez Bitstack, sans même parler du Bitcoin, il y a un sujet d'éducation financière. Alors nous, on va le prendre via le prisme du Bitcoin, évidemment, parce que d'autres le font sur d'autres sujets. Mais c'est important que les gens comprennent. Et je rebondis sur quelque chose. On parle d'épargne, mais en fait, bien en amont, le premier sujet, c'est déjà de pouvoir faire un budget. Parce que pour pouvoir dire, je mets tant de côté, en fait, la réalité, c'est que c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à épargner parce que faire un budget, il y en a pour qui c'est déjà la première étape. Il y a des gens qui n'ont même pas de budget, qui vivent plus ou moins au jour le jour. Pas parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, mais juste parce qu'ils n'ont pas cette éducation financière-là, de se dire en fait, je gagne tant, je me pose 5 minutes, je fais un Excel, quoi, en gros. Et j'ai écrit mes postes de dépenses, le loyer étant le numéro 1, etc., etc. Une fois qu'on a un budget, on peut se dire je mets tant de côté. Et une fois que je peux mettre tant de côté, on se pose la question de qu'est-ce que j'en fais. Donc il y a un peu toute cette démarche à faire et on ferme la boucle, mais effectivement c'est dommage qu'on nous aide pas ou qu'on nous l'apprenne pas. Donc il faut s'éduquer par soi-même. Et voilà, c'est pour ça que nous on a lancé alors encore une fois, nous c'est plus lié au Bitcoin, mais on touche de ces sujets, la preuve encore une fois dans ce podcast, qui est comprendre Bitcoin. Puis voilà, on a tout un blog, un podcast, une chaîne YouTube. On va plonger là-dedans, je pense. Il serait temps. On va plonger dans cette histoire de Bitcoin parce que c'est intéressant ce que tu as dit. Toi, tu mets tout et on va essayer de comprendre pourquoi. Peut-être le petit vrai ou faux pour commencer, plonger dans ça. Normalement, il n'est pas trop dur, donc je crois qu'on ne va pas te laisser de joker. Ça marche. J'aime le challenge, donc ça va. Parfait. Il y a une dizaine de questions. Donc, vrai ou faux, oui ou non. Et après, si tu as des questions que tu voudras développer particulièrement, on ira dessus derrière. Ça permettra d'orienter aussi. Ok, t'es prêt ? Let's go.
Même si on s'en tape et qu'on connaît rien, vaut mieux détenir un peu de Bitcoin. Alors, faux. C'est trop tard pour investir dans le Bitcoin. Faux. Le Bitcoin est une arnaque. Faux. Le Bitcoin peut disparaître du jour au lendemain. Faux. Le Bitcoin est utilisé surtout par les trafiquants et les criminels. Faux. Le Bitcoin pollue plus que des pays entiers. Faux. Si tu perds ton mot de passe, tu perds ton argent pour toujours. Si on parle de la clé privée, vrai. Si on parle d'un mot de passe, par exemple, sur une plateforme comme Bitstack, faux. Les cryptos, c'est que pour les geeks. Faux. Les cryptos n'ont aucune valeur réelle, c'est juste du vent. On le disait plus tôt, donc c'est vrai et faux. Le Bitcoin versus les autres cryptos. Ouais. Donc le Bitcoin, lui, a une valeur réelle du coup. Vrai. Bitcoin, c'est une bulle. Et comme toutes les bulles, elles vont éclater. Faux. Tu peux devenir riche rapidement grâce aux cryptos. Vrai, en soi. Bitcoin va remplacer l'euro et le dollar. Faux pour le moment. Et à long terme, Sur un horizon de temps très long, je pense vrai, oui. les gouvernements peuvent interdire Bitcoin du jour au lendemain. Vrai. Toutes les cryptos, c'est la même chose. Faux. Les cryptos sont plus risqués que la bourse. Vrai. Le Bitcoin est plus risqué que la bourse. Faux pour moi. Les cryptos, c'est que de la spéculation, ça ne sert à rien dans la vraie vie. Encore une fois, vrai ou faux en fonction de ce dont on parle. Ouais. Vrai pour les cryptos, faux pour le Bitcoin. Voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Bon, bah c'est fini. Ça va. Top. À part la première. Bah, vous m'avez mis directement dans la sauce. Non, Du coup, si tu veux développer peut-être sur la première et puis après on Ouais. explique un petit peu Ouais, on va rentrer. Bitcoin, on rentre dans tout ce la qui est première, blockchain. du coup, juste rappelle-moi. C'était de dire il faut détenir du Bitcoin même si Ah oui, tu même si on comprends n'y rien, on n'y et que tu comprend t'en rien. fous un peu. Alors, j'avais envie de dire vrai parce que pour moi, c'est la première étape sur cette partie d'émancipation de liberté financière, parce Ouais. que c'est toutes les valeurs qu'a le Bitcoin. Mais faux parce que par principe, les gens ne devraient pas investir ou mettre leur argent sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne comprennent pas. Mhm. Et ça s'applique pas qu'au Bitcoin. Donc, j'ai envie de dire vrai. Moi, j'aimerais bien leur en donner. Ouais. Tu vois, généralement, à mes proches, c'est ce que j'avais fait. Leur donner leur premier Bitcoin pour qu'ils comprennent. Ok. Mais que quelqu'un me dise est-ce que je mets de l'argent mais j'y connais rien, je dirais non, fais d'abord, en fait change Ok. le séquençage, fais tes recherches et Mhm. ensuite la deuxième étape, mets un peu d'argent Mhm. pour un peu te tester, voir comment tu te sens. Si tu commences à avoir des sueurs parce que tu as mis 100 balles sur le Bitcoin, c'est que c'est pas pour toi, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais voilà, c'est un peu juste une question d'ordre des choses. Mais les questions étaient super intéressantes, il y a pas mal de choses à dire. Je pense que de toute façon, au cours Ouais. du talk, on va aborder beaucoup de questions, donc on va à peu près tout décrypter. Ok. Peut-être si on revient à l'origine de tout ça. Ouais. On a parlé de Bitcoin, donc c'est une crypto-monnaie. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement, même peut-être avec une analogie, ce que c'est une crypto-monnaie? On entend parler de blockchain, etc. D'où ça vient? Ouais, alors déjà, je vais commencer avec quelque chose qui n'est pas souvent dit, c'est que le Bitcoin n'est pas la première crypto-monnaie, mais potentiellement la dernière. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a eu plein de crypto-monnaies avant le Bitcoin. C'est juste que les gens ne le savent pas. Il y en a eu, en fait, dès les débuts d'Internet. Ok. Et pourquoi? Parce que comme ça, on explique un peu la genèse du Bitcoin aussi. Il y a un collectif sous le nom des cypherpunks, qui est un collectif de personnes, d'ingénieurs informatiques, qui ont pour mission de protéger les libertés individuelles des gens en développant des solutions de chiffrement, ce qui fait que sur Internet, vous n'êtes pas une cible et que les gens ne vous volent pas vos données. Ok. Donc c'est grâce à ces genres de personnes-là qu'on a eu plein d'algorithmes de cryptographiques, pas cryptographiques dans le sens crypto-monnaie, même si les deux sont liés, mais cryptographiques, c'est-à-dire qu'ils chiffrent les données, que vos C'est le données côté soient sécurisées. crypté. Voilà, le côté Ouais. crypté des données. Ok. Et donc, dès les débuts d'Internet, ils ont vu ce risque de se dire, en fait, si on commence et que le commerce bouge sur Internet, si on n'a pas de cash digital anonyme, et ben en fait, va y avoir un genre de monopole par les gros acteurs d'Internet sur l'argent. Donc, ils ont commencé à essayer de développer un cash digital anonyme, et il y en a eu plein. DigiCash, DigiGold, eGold, etc. Ok. Donc, les gens peuvent trouver, et ça fait plus de 20 ans avant Bitcoin, donc avant 2008-2009, qu'il y avait plein de crypto-monnaies qui ont tout échoué. Mhm. Et avec plein d'innovations technologiques, d'incitations économiques, etc., pour que les gens adoptent ce réseau de paiement et cet argent-là. Excuse-moi, ça échoue par souci technologique ou par manque de confiance? Les deux, du coup, Les il y a deux. eu au début des innovations purement techniques. Ouais. Comment est-ce qu'on fait
Comment est-ce qu'on résout par exemple le problème de la double dépense? C'est-à-dire que quand vous avez un système sur Internet et que je t'envoie de l'argent, il n'y a pas quelqu'un qui renvoie le même argent, Ouais. puisque sur Internet, par définition, chaque donnée est duplicable. Donc comment est-ce qu'on crée une donnée qui est unique, entre guillemets? Le côté propriété. C'est ça, Ouais. exactement. Et donc il y avait des enjeux techniques et aussi des enjeux un peu d'incitation économique, puisque si le but c'est qu'on crée un système décentralisé, comment est-ce qu'on incite tous les acteurs à agir de la même manière? Et donc pour les deux raisons, ça a échoué à plusieurs reprises. Et Satoshi Nakamoto, qui était un membre des cypherpunks, qui est le pseudonyme de cette personne ou de ces personnes qui est Satoshi Nakamoto, a en octobre 2008 envoyé sur la mailing list des cypherpunks un email en disant: j'ai une proposition pour un nouveau cash digital anonyme qui est Bitcoin. Et donc là, ces personnes-là reçoivent un white paper, donc un livre blanc, comme un papier scientifique sur qu'est-ce qu'est Bitcoin, donc Bitcoin Electronic Cash, Peer-to-Peer Cash System, et qui explique comment ça fonctionne et c'est quoi le but, etc. De là, certaines personnes ont commencé à poser des questions. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut remonter dans le temps sur les forums Bitcoin et voir ce que Satoshi écrivait, puisque les gens ont commencé à poser des questions. Satoshi répondait et existait à ce moment-là. Enfin, pas pour dire qu'il n'existe plus, on ne le sait pas, mais en tout cas, il était présent, il était actif, puisque ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, il répondait à tout ça. Et c'est uniquement en 2009, en début 2009, que lui-même se met à utiliser le logiciel de Bitcoin, à télécharger le logiciel, à le rouler sur son ordinateur, le faire tourner sur son ordinateur. Donc, il a été le premier utilisateur de Bitcoin. Techniquement, quelqu'un aurait pu être le premier utilisateur de Bitcoin avant lui, puisqu'il s'est passé il y a un lag de 3-4 mois entre le moment où il sort le papier scientifique et le moment où Bitcoin, le réseau est live. Et des utilisateurs se sont rajoutés petit à petit. Et l'ingéniosité de Satoshi, c'est pas d'avoir vraiment créé le Bitcoin, c'est dans la création du Bitcoin, c'est d'avoir pris les bonnes pièces du puzzle de toutes les inventions et les avancées techniques qui avaient été faites par les autres personnes qui avaient essayé de créer des caches, des crypto-monnaies, quoi, on va dire. En fait, c'est pas la première, c'est juste le premier à l'avoir fait marcher. Voilà, et d'où un peu cette blague de dire c'est la dernière, puisque c'est la première à avoir marché, et donc on n'en a plus besoin d'autres. Puisqu'à partir de ce moment-là, on a réussi à résoudre le problème initial. Et pour faire la parenthèse sur du coup pourquoi dernier, qui veut aussi dire en clin d'œil que le reste ne sert à rien, parce qu'une fois, à partir du moment où on résout le problème et qu'on a besoin que la monnaie fonctionne, tout le reste a été uniquement dans le seul et unique but de dire en fait j'ai ce genre de pouvoir monétaire de créer de la monnaie et donc de créer de l'argent et donc de m'enrichir personnellement. Et c'est un peu ce qui a suivi derrière. Qui n'est pas la philosophie de base du Bitcoin. Qui n'est pas la philosophie de base du Bitcoin. Principalement, je peux donner 2 exemples très concrets, puisque premièrement, Bitcoin a été créé par un système de open mining, donc c'est-à-dire que n'importe qui pouvait tourner le logiciel et se mettre à participer au réseau. Et les bitcoins ont été créés de 0 jusqu'à 21 millions, et là on est à 19 millions et quelques. Il n'y a pas eu de pré-distribution, donc ce qu'on appelle le pré-minage, comme c'était le cas sur Ethereum, comme ça a été le cas sur beaucoup d'autres crypto-monnaies, où les développeurs se disent bah tiens, je crée des jetons de nulle part, avec le code informatique je les crée, je gère la distribution des jetons, je m'en donne 20%, 30%, j'en donnerai 20% à des fonds d'investissement, j'en donnerai, et le reste c'est pour les utilisateurs. Sur Bitcoin, c'était un système ouvert. On est parti de 0, les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde. Chacun participe, il y a un côté un peu méritocratique puisque t'es premier, t'en accumules plus. Et tout le monde participe et ça a été une adoption organique. On n'a jamais forcé personne à utiliser Bitcoin. Et parce qu'il y a eu les bonnes pièces du puzzle, donc techniquement ça fonctionnait, donc ça résolvait le problème de je peux faire une transaction peer-to-peer, donc d'un individu à un autre sur Internet, on peut être sur les 4 coins du monde, rapidement et sans intermédiaire de confiance. Donc personne ne peut bloquer cette transaction. Il n'y a pas de banque, il n'y a pas Visa, il n'y a pas Mastercard, etc. Donc ça, c'est le premier problème que ça a résolu, faire du paiement sans être censuré et sur Internet facilement et pratiquement sans frais. Et le deuxièmement, c'est ce côté, en fait, il y a aussi une politique monétaire derrière Bitcoin. Donc en fait, on crée de l'argent, mais avec des règles mathématiques très strictes. On part de 0 jusqu'à 21 millions, 50 bitcoins toutes les 10 minutes, divisé par 2 tous les 4 ans. Ce qui fait cette courbe, pour ceux qui voient sur la vidéo comme ça, parce qu'on crée de moins en moins de bitcoins dans le temps. Justement, fais une petite pause là-dessus.
Tu as parlé de jetons, justement. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ce pourquoi jusqu'à 21 millions, de Ouais. quoi on parle exactement? Ouais. Alors, les 21 millions, c'est un choix arbitraire de Satoshi. Donc, D'accord. c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, ça aurait pu être 40 millions ou 10 000. Finalement, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'était le côté rareté et fini et non infini de cette monnaie. Ouais. Puisque Satoshi vraiment a créé le Bitcoin entre guillemets en contre-pouvoir à le système financier actuel, puisqu'il a fait des références et des blagues, comme par exemple au lancement de Bitcoin, de faire une allusion en 2008 au gros crash boursier qu'il y a eu aux États-Unis où le système s'est un peu effondré. Et donc là, c'était dire en fait, on veut permettre aux gens de s'affranchir de ce système-là et de créer une alternative. Et donc, ce qui est important, c'est le fait que c'est une politique monétaire prévisible et non imprévisible, ce qui est le cas aujourd'hui des politiques monétaires des monnaies étatiques. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne sait pas si demain, la Banque centrale européenne va annoncer qu'on imprime 100 000 milliards d'euros. Ok. Et donc, que votre argent soit dilué et que vous perdez en pouvoir d'achat, c'est le concept de l'inflation. Plus il y a d'argent, moins il vaut quelque chose, forcément. Ça, c'est la base de l'économie. Et donc, lui, il a voulu aller faire l'inverse de ça en créant une monnaie qui est rare, qui est finie. Et donc là, on a une politique monétaire qui est prévisible, puisqu'on sait, il l'a mis dans le code, qu'il y aura, c'est une équation mathématique, hein, il y aura 50 bitcoins toutes les 10 minutes, divisé par 2 tous les 4 ans, de 0 à 21 millions. Donc c'est pour ça qu'on a mis là une quinzaine d'années pour arriver de 0 à 19 millions, mais que c'est en 2140 qu'on arrivera à 21 millions. Ah oui, ok. Parce que c'est divisé par 2, donc là maintenant toutes les 10 minutes, c'est plus beaucoup de bitcoin, Ouais. et ça va rapprocher tendre vers 0. Ça se crée automatiquement. Qu'est-ce qui se passe pour que les bitcoins soient créés? Alors, c'est un protocole. Alors, Bitcoin, c'est quoi? C'est un protocole informatique qui permet d'échanger et de stocker de la valeur, donc du Bitcoin, ce qui est un jeton numérique, c'est sur Internet. Pour s'envoyer du Bitcoin, donc il y a un système, informatique. Essayer de pas trop quand même complexifier l'explication. Ouais. Et je peux envoyer de l'argent. Mais comment on sécurise cette transaction-là? Pour sécuriser cette transaction-là et s'assurer qu'il y ait des gens qui on résout ce problème de double dépense, que quand je t'envoie de l'argent, derrière, je ne peux pas renvoyer ce même argent à quelqu'un d'autre, et donc, parce que sinon le système ne fonctionnerait pas. Il y a des formules mathématiques à résoudre, des équations mathématiques à résoudre, et donc on doit utiliser de la puissance computationnelle, de calcul de tous les ordinateurs. Ouais. Et donc, ce qu'on maintenant on connaît sous le nom de minage. Ok, Et les mineurs, il faut les récompenser. Parce qu'il faut créer tout un système d'incitation pour que tout ça fonctionne. Donc, pour les rémunérer de leur puissance de calcul, c'est eux qui, en parallèle de sécuriser les transactions, créent les nouveaux bitcoins. Ok. Donc, Bitcoin, c'est deux choses. C'est un réseau de paiement. Et pour sécuriser ce réseau de paiement, c'est un système monétaire qui a une politique monétaire. Ok. Et c'est le combo des deux qui fait que ça fonctionne. Il y a une dimension de traçabilité aussi des transactions Ouais. qui est intéressant et qui a introduit un peu de la propriété ou ça. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de... Ouais. Oui. Alors, il y a plusieurs sujets. La traçabilité, c'est parce que pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde ait accès au registre des comptes. C'est-à-dire que je dois savoir qui a combien de bitcoins de partout. Ouais. Donc, c'est ça, quand je dis Satoshi tourne le logiciel de Bitcoin, demain, n'importe qui peut aller télécharger le logiciel de Bitcoin. Et qu'est-ce que c'est que le logiciel de Bitcoin? C'est le registre des comptes. de livre. C'est le livre des comptes. Donc moi, demain, je peux aller sur Internet et trouver, enfin peut-être pas sur Internet, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais trouver combien tu possèdes de Bitcoin. Alors non, parce que c'est pseudo-anonyme. Ok. C'est-à-dire que tu vas pouvoir trouver une suite de chiffres et de lettres qui détient tant de Bitcoin, mais il n'y aura pas d'identité associée. Ok, c'est une clé. Voilà, parce qu'on n'a pas ID. besoin. Par contre, on a besoin de savoir qui a combien tout le temps pour savoir que quelqu'un n'est pas en train de double dépenser. Ouais, Tu ok. vois. Et donc, c'est ça. Et donc, toutes les personnes qui ont ce registre-là, quand on fait une nouvelle transaction, donc moi, je t'envoie de l'argent, j'envoie cette information à toutes les personnes qui ont. C'est comme un Excel partagé. Ok. Donc, on a tous un Excel partagé. Et quand je mets à jour mon Excel, il faut que tout le monde mette à jour son Excel. Ok. Et donc, c'est ça, en fait, le protocole informatique. Et c'est ce qui fait que si quelqu'un triche, quand je vais envoyer l'information à tout le monde va dire non. Moi, c'est pas l'info que j'ai. Toi, tu n'as pas 2000 milliards de bitcoin. Ok. Tu vois. Ça, c'est automatique. Ouais, et ça, c'est ça le logiciel. Ok. Ce qui rend le logiciel impiratable ou Ce qui rend le logiciel impiratable, puisque la vérité, c'est pas la somme au sens mathématique, mais c'est un peu le collectif. C'est le fait que tout le monde a la source de vérité. Donc, si quelqu'un change, on va dire non.
T'as pas ça. Et pourquoi les incitations économiques? Parce qu'en plus, si quelqu'un était amené à tricher, la valeur du Bitcoin, elle plonge et Ouais. donc tu n'as aucun intérêt de vouloir tricher. Tu vois. Mhm. Ok. Donc il y a plein d'incitations économiques comme ça. Donc moi, je fais une transaction, les mineurs vont processer, vont traiter cette transaction-là. C'est eux qui vont vérifier que aussi tous les chiffres sont en accordance, qu'on n'est pas en train de dépenser de l'argent qu'on n'a pas, etc. Que moi j'ai bien cet argent-là et que toi tu vas bien le recevoir et que tout va être mis à jour. Une fois qu'ils ont traité la transaction, ils envoient cette information à tout le monde, nous on vérifie que tout est bon et hop, c'est fait. Tout ça c'est automatique, hein, Ouais. c'est le logiciel qui fait. Et instantané, Et j'imagine. c'est instantané. Ouais. Enfin, ça met 10 minutes pour Ok. traiter une transaction sur Bitcoin. Ok, donc ça veut dire que si là je paye quelque chose en Bitcoin, il faut que j'attende 10 minutes pour que la Exactement. transaction soit approuvée. Exactement. Ok. Alors ça, on en parlera après, puisque c'est sur cette base-là qu'énormément de gens ont voulu créer des Bitcoin 2.0 en Ouais. disant, ben non, Bitcoin, c'est pas assez rapide. Ouais. Ouais. Mais c'était une contrainte nécessaire pour assurer la sécurité du réseau. Ok. Donc voilà, il faut 10 minutes. C'est une contrainte dans le code informatique pour résoudre l'équation l'algorithme de calcul pour trouver la réponse. Ok. Donc toi, tu as de la puissance de calcul de ton ordinateur, il essaie de trouver la réponse. Et la problématique, elle est faite pour être résolue en 10 minutes. Ok. C'est comme ça que ça a été créé. Et donc toutes les 10 minutes, tu vas forcément trouver la réponse à un moment donné. Puisque c'est quoi l'équation mathématique? C'est un peu comme une loterie. Mhm. C'est en gros, tu dois trouver un chiffre qui permet de résoudre une équation. Et donc, comment tu résous le chiffre? Tu essayes tous les chiffres. Test, ouais. Ok. Et c'est comme ça que tu peux Ah oui, mathématiquement c'est dire exactement. qu'en fait, en 10 Ouais. minutes, tu vas trouver. Ok. Parce qu'en fonction de la difficulté divisée par la puissance de calcul, Mhm. entre guillemets, tu trouves la réponse en 10 minutes. Mais est-ce Mais- que ça. Vas-y. J'allais juste dire, si on améliore dans les années à venir, peut-être avec le quantique ou ce genre de technologie. fusion. Alors, c'est le sujet du moment, c'est C'est le quantique. En fait, on parle souvent de Bitcoin. Alors, Bitcoin ça fait penser beaucoup de gens parce que comme voilà, ça a pris beaucoup de valeur, il y a beaucoup Ouais. de gens qui utilisent. Si tu veux, les gens s'attardent malheureusement plus à qu'est-ce qui ferait couler Bitcoin, quels sont les vecteurs d'attaque possibles sur Bitcoin que pourquoi c'est Capitaliser intéressant. dessus. Ouais, pourquoi c'est Ouais. intéressant et quelle est la proportion de valeur. Après, c'est pas inintéressant. Il faut savoir que les plus gros Bitcoiners, les gens qui prônent le Bitcoin, ont tous commencé par penser quels sont les différents vecteurs d'attaque. Parce Ouais. que pour être convaincu, tu dois être convaincu que tous les vecteurs d'attaque sont en fait sont pas réels. Ouais, bien sûr. Donc tous ces trucs de c'est utilisé que par les criminels ou il y a quelqu'un qui va pirater, etc. Donc tout ça, ça a été débunké à plusieurs reprises par Satoshi lui-même pour la plupart d'ailleurs. Donc les gens disent tiens, en 2017 on s'est posé cette question. En fait le débat il a déjà été eu 5 ans avant Ouais, ou très même tôt. 7 ans avant et Satoshi avait déjà donné une réponse qui était en plus la bonne réponse. Donc il faut, mais bon, on aime bien, tu sais, avoir les mêmes débats chaque Ouais. année. Même moi, sur les 10 ans plus que je suis dans le Bitcoin, je vois qu'on est encore bloqué sur les mêmes débats. Bon, là, il y a le quantique, ça c'est un peu plus récent, effectivement. Sauf que on est très loin en termes de justement puissance de calcul que le quantique peut faire et la puissance de calcul qui est nécessaire pour casser l'algorithme de chiffrement de Bitcoin. On en est très loin Ok. déjà. Ok. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il faut savoir qu'il y a une incitation qui n'est pas uniquement liée au Bitcoin, qui est mondiale autour de développer des nouveaux algorithmes de chiffrement. Parce que si tu peux, grâce au quantique, craquer l'algorithme de chiffrement de Bitcoin, tu peux craquer en l'inverse. fait tous les algorithmes de chiffrement. Parce qu'on Ouais. n'utilise qu'une une petite suite d'algorithmes de chiffrement dans le monde. Hmm. Entre les WhatsApp, les Bitcoin, les algorithmes de chiffrement sur Internet qui chiffrent tes ordinateurs, les codes nucléaires, tous les trucs d'armement, tous les logiciels dans le monde, c'est tous les mêmes. Ok. Il n'y en a que quelques-uns. Donc le quantique, s'il déchiffre Bitcoin, il déchiffre tous les algorithmes. Et donc Ok. cette inquiétude, elle est réelle, il faut la prendre en compte, mais elle n'est pas uniquement liée au Bitcoin. Mais derrière, c'est pour ça que beaucoup de gens travaillent sur des algorithmes de chiffrement qui sont quantum proof, Mhm. qui sont résistants au quantique, et ils seront mis à jour. C'est ça l'avantage d'un logiciel, c'est Ok. qu'on tout sera mis à jour, heureusement, sinon, en fait, à un moment donné, il y a un plus gros problème que uniquement Bitcoin. Ouais. Ouais, mais ça s'auto-répond parce qu'en soi, si on peut utiliser les ordinateurs quantiques pour déchiffrer, on peut aussi les utiliser pour chiffrer. En soi. Exactement. En fait, c'est toujours ce truc de quand il y a une avancée technologique dans un sens, elle est aussi dans l'autre sens. C'est le chat et la souris ou le c'est voleur ça. et la police. Mais c'est ça. Donc le quantique est un risque réel qui n'est pas imminent.
et en plus qui est bien anticipé, bien identifié. Et donc, les gens travaillent, mais pas que pour le Bitcoin, ils travaillent, comme je disais, au sens large sur des algorithmes de chiffrement quantum proof. Alors, Donc ça, c'est pas un vrai vecteur d'attaque. Enfin, c'est un vecteur d'attaque qu'il faut prendre en compte. Pour le coup, il est intéressant. Il y en a d'autres aussi. Je pense qu'il y a des vrais vecteurs d'attaque. Moi, j'ai déjà parlé, par exemple, de la supply chain attack. Ça, je pense que c'est intéressant. C'est-à-dire que si on a trop peu d'acteurs comme Ledger, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Ledger. Aujourd'hui, le marché il commence à se démocratiser. On a de plus en plus de boîtes qui créent des devices comme des petites clés USB pour que les gens visualisent, même si ce n'est pas une clé USB, qui permettent de sécuriser sa crypto-monnaie. Le problème, c'est que si tu n'as qu'un acteur qui a le monopole ou uniquement certains acteurs, ces acteurs-là, à la source, ils peuvent, dans la chaîne de valeur, ils peuvent mettre un logiciel malveillant ou une puce malveillante. Et eux, comme ils distribuent des millions de devices pour sécuriser leur crypto-monnaie, eux, ils ont un vrai vecteur d'attaque sur Bitcoin. Là, ça se démocratise. C'est pour ça que c'est un marché qui ne doit absolument pas être un monopole. Il y a de plus en plus de sociétés, donc a priori, ce risque est faible. Je conclus que tous les risques sont faibles. Il y en a qui sont des bons et à des bons débats. D'autres, c'est pas le cas. Alors, justement, je fais un petit parallèle rapide. Après, tu nous expliqueras c'est quoi la blockchain et la différence entre avec les autres crypto-monnaies. J'en profite, puisque là, on parle de sécurité, etc. Toi, par exemple, tu as une application donc sur ton système, sur ta plateforme, tu détiens les bitcoins des gens aussi. C'est ça. Nous, on est régulé. Donc, je fais en très brièvement Bitstack. C'est une application mobile qui permet d'épargner et investir en Bitcoin, très simplement, via deux mécaniques très particulière. Une pour laquelle on a vraiment été connu, c'est la mécanique de l'arrondi automatique. Je connecte mon compte bancaire, n'importe quel compte bancaire français, LCL, Crédit Agricole, Société Générale, etc., à l'application. Dès que je vais dépenser avec ma carte Société Générale, Bitstack va arrondir cette dépense, puisqu'on a connecté son compte, à l'euro supérieur, et investir automatiquement la petite monnaie en Bitcoin. Donc ça, on ferme la boucle avec ce qu'on disait au tout début. Les gens ont du mal à épargner, c'est une vérité. Là, on aide les gens à épargner sans s'en rendre compte, puisque c'est je dépense et je mets ma petite monnaie de côté, et en plus, je l'investis en Bitcoin. Et après, il y a le récurrent, nous on appelle ça le récurrent, où en fait, là, c'est pour les gens, on parlait de budget. Si tu sais que tu peux mettre 50 € tous les mois, ou 1 euro, ou 100 €, ou 1000 €, tu définis le montant et la fréquence de ton choix. Tu peux programmer. Donc, tu peux programmer. Et tu peux le personnaliser. C'est une stratégie de dollar cost averaging classique. Donc, je mets le même montant de manière régulière et consistante. Et c'est ce qui fait que peu importe le prix du Bitcoin, j'en achète. Et donc, je lisse le risque des fluctuations du prix pour m'exposer à la tendance sous-jacente qui est long terme et haussière du coup pour le Bitcoin. Donc, je peux activer l'arrondi et le récurrent. Je peux aussi évidemment acheter et vendre du Bitcoin instantanément à n'importe quel moment. Et de là, je me constitue une épargne en Bitcoin. Et on est régulé pour cette activité-là. Donc, tu le disais aussi au tout début, on est un des seuls acteurs qui est agréé en tant que prestataire de services sur cryptoactifs, donc PSCA, en France, avec l'autorité des marchés financiers qui est le gendarme de la bourse, de la finance en France, donc qui supervise Bitstack, qui supervise notre société et qui s'assure qu'on répond à toute une multitude d'obligations, la lutte contre le blanchiment d'argent, la lutte contre la corruption, la lutte contre la fraude, les conflits d'intérêts, le niveau de transparence sur la tarification, etc. Donc, ils checkent toute une chose, la cybersécurité aussi. Ils nous font passer des audits de cybersécurité, etc. Et c'est ce qui permet, en fait, de non seulement permettre aux gens d'épargner et investir simplement, mais aussi en toute sécurité et sérénité, puisqu'il y a une plateforme de confiance. Et donc, on est aussi régulé pour la partie conservation, qui est la plus importante, puisqu'en fait, on agit, juste c'est une analogie, comme une banque. On n'est pas une banque, mais comme une banque de Bitcoin. C'est-à-dire qu'on conserve les bitcoins pour vous et vous pouvez les retirer, contrairement à votre banque, pour petit clin d'œil. Vous pouvez retirer tout votre argent et vos bitcoins parce que c'est aussi le réseau, il est ouvert pour envoyer ces bitcoins sur n'importe quelle autre plateforme qui accepte le bitcoin, n'importe quel autre portefeuille. Et donc voilà, ça c'est Bitstack en quelques mots. Et donc on conserve pour le compte de nos clients leurs bitcoins. Ça doit être chaud à gérer parce que justement, donc, du coup, tu détiens tout ça. Il y a des problèmes de cybersécurité et tout ça qui peuvent éventuellement intervenir. À l'origine, vous avez commencé par chercher à vous entourer, à avoir justement ces régulations, etc. Ou bien vous avez commencé plus à la mano et c'est intervenu après?
Non, ça faisait partie de la démarche initiale T'es obligé. parce que en fait, nous, on a vu ça comme une opportunité. Donc, moi, je suis parti de la boîte pour laquelle je bossais au Canada en 2021. Même je dis ça, toute fin décembre 2020, j'ai quitté mon job. Avec cette idée de lancer ce qui est devenu Bitstack, finalement, avec quelques idées en tête. La première qui était d'aider les gens à épargner en Bitcoin. Je disais la mission est double. Avec un aspect géographique, c'est-à-dire qu'en Amérique du Nord, il y avait déjà beaucoup de solutions. Alors moi, je suis français, mais je ne suis pas à la base rentré uniquement pour ça. Ça s'avère que c'est un marché du coup, pour lequel j'avais plus d'appétence. Et en plus, pour le coup, en Europe, on avait beaucoup moins d'acteurs. Il y avait beaucoup moins de compétition. Souvent, généralement, on est quand même un peu derrière les Américains. C'est une blague, mais en fait, c'est vrai. Et du coup, il y avait moins d'adoption, moins de concurrence. Et donc, pour nous, un marché qui était encore ouvert et sur lequel on pouvait se positionner. Et en même temps intéressant parce que même s'il y avait peu d'adoption, enfin en tout cas moins qu'en Amérique du Nord, il y avait une réglementation qui était pour le coup très claire. Puisqu'en 2019, il y a une loi qui s'appelle la loi Pacte qui est passée, qui a rajouté sur les réglementations du système financier actuel justement un cadre autour des crypto-monnaies. Ils ont rajouté ce volet crypto-monnaie. Et donc pour la première fois, il y avait un cadre réglementaire pour encadrer les acteurs de la crypto-monnaie, les prestataires de services sur cryptoactifs ou les prestataires de services sur actifs numériques. Au début, ils ont appelé ça comme ça. Et donc, on pouvait vraiment créer une société régulée de confiance sur le marché. Et nous, on a vu ça comme un peu un point d'inflexion entre il y a encore beaucoup à faire, mais d'un côté, on peut créer une société régulée. Et donc, nous, notre mission, c'était vraiment de démocratiser le Bitcoin, d'être très grand public. Et donc, qui dit grand public dit vaut mieux être une plateforme de confiance qui est sécurisée, etc. Donc, on est rentré avec cette ambition-là d'être une des premières plateformes régulées. Et en 2021, on l'a été. Donc, on a eu la certification, si on peut appeler ça, le tampon de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. On a levé de l'argent, on a construit la plateforme et juillet 2022, on a lancé officiellement l'application sur les App Store, sur Google, le Google Play Store et l'App Store de Apple. Ça fait 3 ans, un tout petit peu plus de 3 ans du coup que l'app est lancée. Et aujourd'hui, on est à plus de 200 000 clients et ce chiffre est complètement obsolète puisque j'en parle dans des podcasts bien plus vieux et je sais qu'on est à beaucoup plus. Mais on a plus de 200 000 clients qui ont épargné, investi plus de 200 millions d'euros en Bitcoin sur Bitstack. Je me pose une question. Admettons dans ton application, donc, vous détenez les bitcoins de tout le monde sur un seul wallet, parce qu'en gros, quand on a du bitcoin, c'est une bonne question, ouais. on a forcément un wallet ou un endroit où on peut détenir des bitcoins. Ouais. Ou alors, pour chaque personne qui s'inscrit, vous leur créez une sorte de wallet qui est en interne, mais ils n'ont pas à s'en occuper. Ouais. Non, alors, quand nous, on fait de la conservation pour vous, on gère une multitude de wallets, mais qui seront la somme pour tous les clients. D'accord, ok. Il n'y a pas un wallet par client. Pourquoi ? Parce que si tu fais un wallet par client, dès que tu veux faire un mouvement d'argent, tu vas devoir faire par définition une transaction sur la blockchain. Et qui dit faire une transaction sur la blockchain dit payer des frais. Alors que là, on peut nous gérer des coffres forts, comme une banque. C'est pour ça que l'analogie de la banque est quand même assez proche de la vérité. C'est que nous, on va gérer des coffres forts, numériques du coup, pour le coup, dans lequel on va gérer la gestion, on va s'occuper de la gestion de vos bitcoins pour que ça soit le plus simple et le plus fluide possible en termes d'expérience client. Et par contre, tout en vous laissant la possibilité, puisque c'est important à n'importe quel moment, de retirer ces bitcoins des coffres forts pour vous les mettre sur votre propre wallet, sur votre propre portefeuille, que vous gérez. Et là, vous détiendrez vous-même la clé pour accéder à ces bitcoins-là. Et est-ce qu'à la différence d'une banque, du coup, vous n'investissez pas les bitcoins que vous avez en... C'est ça, exactement. C'est ça qui est assez fou, c'est que ça paraît contre-intuitif, mais la réglementation est plus stricte sur des acteurs comme nous que sur des banques. Pour cet aspect-là, parce qu'une banque a la possibilité, en tant qu'établissement de crédit, d'investir vos dépôts, alors que nous, on a une obligation stricte de ségrégation des fonds. Donc, c'est-à-dire que les fonds de l'entreprise doivent être à tout moment et de manière absolue séparés des fonds des clients. C'est aussi ce qui fait que si on fait faillite, vous récupérez votre argent. Et en plus, les fonds des clients, on a une obligation de ne pas les investir, sauf sous consentement du client si tu développes un produit, etc. Mais en tout cas, on n'a pas le droit de les investir. Donc, vous achetez un Bitcoin chez Bitstack, il y a littéralement et pratiquement physiquement un Bitcoin dans un coffre-fort numérique qui existe. Et c'est pour ça, ce qui fait que si demain, tout le monde veut retirer ses Bitcoins, tout le monde peut et il n'y a pas de problème. Ok, c'est intéressant. Tu as parlé de blockchain, de frais de transaction sur la blockchain. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu la différence ou
C'est quoi la blockchain par rapport à la Ouais. crypto? Parce que je sais qu'il y en a qui confondent un petit peu ces termes aussi. Alors, la blockchain, c'est une base de données. Donc c'est informatique, c'est une base de données, mais sauf que cette base de données, elle a la particularité de prendre la forme d'une chaîne de blocs. Donc, Ok. d'où le nom blockchain. Donc c'est au lieu d'avoir une base de données classique, pour ceux qui voient, ou comme sur Excel, c'est une base de données aussi. Hein. Mhm. Là, tu as une base de données qui prend littéralement la forme d'une chaîne de blocs. Donc tu as Ok. un bloc, détient des données, et après tu vas créer un autre bloc qui détient des données, et chaque bloc sont liés par des équations mathématiques. Ok. Pourquoi ça, c'est dans ce format-là de bloc plutôt qu'une base de données générale ou... Ouais, parce que c'est ce qui permet, ça devient très, très compliqué, Oui. mais ce qu'ils ont voulu réussir à accomplir grâce à cette chaîne de blocs, c'est le fait qu'il y a une source de vérité et que de manière décentralisée, on peut tous savoir quelle est cette source de vérité. Ok. Parce que si tu as juste une base de données centralisée, moi, je peux du coup venir changer les données qu'il y a dans la base de données. Ok. Plus Là, il y en a... Là, la chaîne de blocs, c'est ce qui permet de dire, en gros, j'ai un bloc, je dépense de la puissance mathématique pour s'assurer que les données soient correctes. Ensuite, je fais d'autres transactions. Il y a un nouveau bloc qui est lié avec l'historique de ce bloc-là. Mhm. Ok. Et là, je viens rajouter, je schématise de très Ouais. très simplement, mais Bien je sûr. viens valider les données qu'il y a là. Ouais. Et du coup, on arrive à X nombre de blocs, donc 100 et quelques mille, enfin, je donne un exemple, mais des centaines de milliers de blocs. Et si tu veux changer une donnée passée, tu vas devoir recalculer tout l'historique de la chaîne de blocs, Ok. ce qui fait que la puissance computationnelle, elle va être astronomique. D'accord. Et c'est ce qui fait que toi, avec ton pauvre petit ordi, tu vas pas pouvoir changer les données et qu'il va falloir générer une puissance computationnelle qui dépasse des Google ou des États aujourd'hui pour retracer, puisque la vérité, comme Satoshi l'explique dans son white paper, est la chaîne la plus longue. Ok. D'accord. Intéressant. Et du coup, je me demande, à chaque fois, il y a un nouveau bloc qui est créé, c'est par rapport aux nouvelles transactions. Exactement. Chaque nouvelle transaction, il y a un nouveau bloc de données qui est créé. Exactement. Et pour que ça ne s'imbrique pas les uns entre les autres, ils sont séparés à chaque fois, c'est pour ça que ça fait une chaîne. Exactement. C'est-à dire Ok. que moi, je t'envoie de l'argent, vous vous envoyez de l'argent, tu me renvoies de l'argent, j'en envoie à quelqu'un d'autre. Ok. Tout ça, ça apparaît dans un bloc. Hop, après 10 minutes, on package tout ça dans un bloc. Enfin, les mineurs packagent tout ça dans un bloc, proposent un nouveau bloc à rajouter à la chaîne. Mhm. Ok, donc nous, on se fait plein de transactions. Les mineurs prennent toutes ces transactions, les mettent ensemble dans un bloc et le proposent à l'ajouter sur la chaîne de blocs. Ok. Nous, on va valider tous ceux qui ont le registre, le livre des comptes. On va venir valider que ce bloc, il est bien valide par rapport à toute la suite des blocs précédents. Et une fois qu'on a tous validé, hop, on vient ajouter la ligne dans ton fichier Excel, en gros. Ok. Enfin, tu vois, Ok. c'est le Ouais. bloc sur la chaîne. Mais Ouais, il est juste rajouté. pour faire une analogie. Il s'ajoute. Et hop, là, les mineurs, ils prennent d'autres transactions, ils les mettent dans un bloc. Et ça, un bloc est généré toutes les 10 minutes. Ok. Et donc, il y a la blockchain, elle est reliée du coup à Bitcoin, et c'est une blockchain particulière pour Bitcoin, et Ouais. pour d'autres cryptos, il y a d'autres blockchains. Du coup. C'est ça. Bah, chaque Chaque crypto a ok. sa propre blockchain qui peut fonctionner avec les mêmes règles Mhm. ou pas. Ok. Donc, on a vu de tout. On a vu des copies conformes de Bitcoin avec juste quelques paramètres qui changent. C'est ce qui fait qu'on a vu apparaître des Bitcoin Cash, des Bitcoin. Ah oui. J'ai même oublié tellement il y en a qui ont apparu et disparu. USDC, USDT, Alors c'était non, plus ça, indexé sur ça le c'est dollar. encore autre chose. Ouais, Ça, c'est des c'était- stablecoins Ok. qui fonctionnent différemment. Mais on a vu des copies conformes de Bitcoin. Et après, on a vu aussi Ethereum. On a vu du Litecoin. Mhm. Litecoin qui est en fait une copie de la blockchain Bitcoin, qui est une Ouais. copie du logiciel de Bitcoin avec juste quelques paramètres qui changent. Qui à la base d'ailleurs, tu vois, je donne l'exemple de Litecoin qui est une autre crypto-monnaie qu'on connaît plus trop, mais à l'époque c'était une des top 5 grosses crypto-monnaies, était un peu le test de Bitcoin. C'est-à-dire que les gens, ils voulaient tester des trucs un peu innovants sur Bitcoin sans compromettre la sécurité de Bitcoin. Ils le Ok. testaient sur Litecoin et si ça marchait, on venait l'implémenter sur Bitcoin. Mais donc mettre son épargne sur ce genre de truc, c'est en fait pas comprendre ce qui se passe. Après, il y en a pour qui il y avait des vraies ambitions de faire plus rapide, on a dit moins cher que Bitcoin, mais en fait sans comprendre que tout est lié et que quand tu viens changer quelque chose, c'est en compromettant une autre chose. Ouais, bien sûr. Et ce que Bitcoin ne veut pas compromettre, c'est la sécurité. Mhm. C'est que à n'importe quel moment, tu ne peux pas hacker Bitcoin, tu ne peux pas changer la source de vérité, et que quand moi je t'envoie une transaction, personne ne peut te censurer. C'est vraiment décentralisé. Sur Ethereum, on a déjà vu après des hacks, Ouais. Ethereum faire un rollback. Ok, C'est-à-dire, tu vas en on arrière. revient à ce Ok. niveau-là pour corriger ton Excel, corriger ton registre des données, pour effacer des ETH, qui est la monnaie de Ethereum, qui avait été volée par Ok. des hacks.
Ils ont déjà fait ça. Donc ça veut dire que les développeurs ont un pouvoir sur Ethereum, alors que sur Bitcoin, personne ne contrôle Bitcoin. C'est quand même ça l'invention et l'innovation philosophique, économique, technologique, c'est qu'il n'y a réellement pas d'intermédiaire de confiance. Satoshi ne contrôle pas Bitcoin, les développeurs ne contrôlent pas Bitcoin, les mineurs ne contrôlent pas Bitcoin, uniquement les utilisateurs du réseau. Ok. Et on est des centaines de milliers de personnes à utiliser Bitcoin. Utiliser veut dire vraiment tourner le logiciel. Ouais. C'est ça qui fait que tu es souverain et que toi, tu as un vote, entre guillemets, sur le réseau. Et c'est ce qui fait que c'est ça la décentralisation du réseau. C'est ça la principale différence, tu dirais, entre Bitcoin et toutes les autres cryptos. Ouais, il y a deux différences et c'est les deux proportions de valeur de Bitcoin. Parce que Bitcoin a les deux problèmes que Bitcoin résout dans le monde. C'est un problème sur le paiement et un problème sur l'épargne. Sur le paiement, c'est la capacité, la possibilité de pouvoir envoyer de l'argent de manière incensurable. Pourquoi tu vas me dire c'est intéressant de faire ça? Effectivement, pour un Français je peux te faire un Lydia, je peux t'envoyer faire un virement bancaire. Tu n'as pas de problème de censure. Par contre, malheureusement, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais il y a des millions, potentiellement des milliards de personnes qui vivent sous un certain degré de censure. Soit parce que les banques les censurent, parce que pour telle X, Y, Z raison dans leur pays, soit parce qu'ils sont sous sanction entre pays, soit parce que le gouvernement les sanctionne. Ils disent bah, tiens, tu ne peux pas dépenser là-dessus, tu ne peux pas faire ça. À voir, je lance la petite, encore une fois, c'est pas un complot, mais si un jour, quand il n'y aura plus de cash, peut-être qu'on ne vous permettra pas de dépenser votre argent de la manière dont vous le souhaitez. Il y a des degrés de censure. Mais là, factuellement, exemple tout bête, j'ai acheté les bouteilles d'eau tout à l'heure. Ouais. Bon, je fais un Apple Pay, ma banque, elle refuse, alors qu'il y a les fonds. Je comprends pas pourquoi, mais voilà. Ouais, voilà, donc ce genre de problème, tu l'as pas avec Ouais. Bitcoin, dans tous les cas. Donc point barre, en fait, peu importe la raison, tu pourras envoyer ton argent quand tu veux, à n'importe quel moment, à qui tu veux, à l'autre bout du monde. Pas de question de plafond. Pas de question de plafond, il n'y a pas... Voilà, le protocole va juste assurer que tu as les fonds Ouais. et ça va faire la transaction. Ça, c'est le premier point. Donc ça résout un problème de paiement. Et d'ailleurs, avec aussi un côté là plutôt administratif, je m'explique. C'est-à-dire que quand je te fais la transaction, le registre des comptes, il est mis à jour, comme je disais, pour tout le monde, après 10 minutes. Ouais. Aujourd'hui, je t'envoie de l'argent, je te fais un virement bancaire. Les gens n'imaginent pas le système bancaire qu'il y a derrière entre les banques pour dire tiens, je t'ai envoyé de l'argent, lui, il a tel argent qui coûte très cher, qui pollue énormément et qui n'est pas du tout efficace. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est sur l'épargne. Bitcoin réjoue un sujet d'épargne. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde où l'argent est infini, sur une planète où les ressources sont finies. Donc déjà, il y a un problème. Et en plus, cet argent infini est décidé par des gens qui ne sont pas élus, puisque les gens à la Banque Centrale Européenne, je pense que vous n'avez pas voté pour. Enfin, personne n'a juste voté de 0.0. Et donc, il y a des gens qui ont été nommés là par un certain groupe de personnes et qui, eux, du jour au lendemain, peuvent, entre guillemets, d'un coup de baguette magique, dire on imprime 2 fois plus d'argent, sauf que pour... monsieur et madame tout le monde qui qui a un salaire et qui doit faire ses courses, ça a un impact sur son quotidien, puisque ça a un impact sur son pouvoir d'achat. Quand on a des inflations à 5, 10, plus %, c'est un vrai problème. Ouais. Et donc là, Bitcoin, il dit, bah non, moi j'ai créé un actif rare qui est limité à 21 millions, il n'y en aura jamais plus. Et donc, l'offre et la demande, si plus de gens utilisent le Bitcoin, il y a une incitation économique, puisque plus de gens utilisent le Bitcoin, plus le réseau a de la valeur, et donc plus mes Bitcoins prennent en valeur. Et donc, ton épargne, elle est protégée puisque si tu as un Bitcoin, ton pouvoir d'achat sera toujours 1 sur 21 millions. Ouais. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et Bitcoin est le seul protocole qui résout ces deux problèmes-là. Les autres, sous prétexte, essayent de résoudre ça, mais ne le font pas. C'est ça la différence. Et l'objection qu'on pourrait rétorquer à ça, c'est que si on rentre dans de la comparaison puisque tu as parlé d'épargner du Bitcoin, donc détenir des Bitcoins avec la valeur du Bitcoin et à l'inverse de détenir de l'argent par exemple en banque. Les gens pourront te dire que du coup, est-ce que le Bitcoin et la valeur du Bitcoin spéculent beaucoup plus que la valeur que potentiellement tu as en banque? Et donc, Après, l'aspect spéculatif, il est lié au fait que le Bitcoin est lié à l'euro. C'est la valeur du Bitcoin par rapport à l'euro. Enfin, quand tu vois la spéculation, c'est le Bitcoin a atteint 100 000 euros, il a atteint 95 000, mais la valeur intrinsèque du Bitcoin, si tu me corriges si je dis des bêtises, mais elle n'est pas modifiée parce que ça reste 1 sur 21 millions. Donc, si on adopte le Bitcoin en tant qu'unique valeur, lui ne pourra pas voir sa valeur intrinsèque être modifiée comme... T'as un bon point. T'as un bon point qui est la réflexion très poussée des gens qui sont dans le Bitcoin. C'est effectivement que déjà le Bitcoin est analysé du prisme des euros ou de la monnaie étatique. C'est-à-dire que le Bitcoin a un prix en dollars ou en euros
qui fluctue. Pourquoi ? Parce que soit il y a plus de gens qui insèrent de l'euro sur le Bitcoin et le Bitcoin est fini, donc ça prend de la valeur en euros ou en dollars, ou parce qu'à l'inverse, il y a de plus en plus d'euros et donc il perd de la valeur et du coup, tu peux avoir moins de Bitcoin. Donc, c'est soit l'euro qui perd de la valeur ou c'est le Bitcoin qui prend de la valeur, à voir. Mais du point de vue du Bitcoin, le Bitcoin, lui, ne change pas. Ouais. C'est un Bitcoin sur 21 millions. Donc voilà. Après, vu qu'on vit en dollars ou en euros, ça a un aspect du coup spéculatif par rapport à ces fluctuations-là. Ouais. C'est que vu que c'est tout dans la vie de l'offre et de la demande, à partir du moment où il y a de l'offre et de la demande, on peut spéculer sur l'offre ou la demande. Alors sur le Bitcoin, on ne peut pas spéculer sur l'offre parce qu'elle est fixe, mais du coup, tu peux spéculer sur la demande. S'il y a plus de gens qui vont insérer du dollar dans le Bitcoin ou moins, donc plus de gens qui vont acheter ou plus de gens qui vont vendre, ben, le prix va fluctuer en dollars et toi, tu vas pouvoir spéculer dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui tradent le Bitcoin, qui en achètent et qui revendent, etc. Mais c'est pas le but. Et d'ailleurs, je refais je rebondis sur un autre sujet. On parlait beaucoup de s'enrichir, etc. Justement, je pense que la proposition de valeur du Bitcoin, c'est un jour un collègue à moi que j'avais rencontré avait dit dans un article, le but du Bitcoin, c'est pas de s'enrichir, c'est de ne pas s'appauvrir. Pourquoi ? Parce que en fait, encore une fois, on gagne de l'argent. Si tu le places en Bitcoin, tu viens protéger ton pouvoir d'achat versus, en fait, tu t'appauvris quand tu gardes des euros, 100 euros sur ton compte ou 1000 euros et que tous les ans, bah, finalement, ces 1000 euros te permettent de faire moins de choses. Donc voilà, c'est ça le but du Bitcoin, c'est pas de s'enrichir, c'est juste de ne pas s'appauvrir. Ouais, du coup, là où tu vas t'appauvrir potentiellement en Bitcoin, c'est si tu le revends. Si tu le revends. C'est-à-dire que j'achète à 100, je le revends à 95, oui, je m'appauvris. Mais c'est pas Exactement. l'objectif du coup derrière. C'est pas l'objectif. Et comme en fait on est dans les 10 premières années du Bitcoin, évidemment qu'il y a un risque parce que le prix déjà est parti de zéro. Là, on est à plus de 100 000 Bitcoin. Au début, c'était un tout petit marché, il n'y avait que quelques utilisateurs, donc le prix pouvait changer énormément. Donc entre guillemets, Bitcoin est en train d'évoluer et de se trouver sa place et donc son prix. Mais pour comprendre l'exercice, si on pousse la réflexion beaucoup plus loin, une fois qu'il y a énormément d'argent, ce qui commence à être le cas maintenant sur le Bitcoin, un jour, le Bitcoin ne fluctuera plus. La seule fluctuation du Bitcoin, à terme, c'est que ce sera la croissance économique réelle. Plus on va créer, tu vas dénominer toute la croissance économique ou toute l'output économique en Bitcoin. Et donc, on va juste augmenter en fonction de la productivité supplémentaire qu'on va générer. Mais tu n'auras pas un Bitcoin qui va fluctuer si tout est dénominé en Bitcoin. C'est-à-dire qu'à un moment, on atteindra par exemple un Bitcoin égale 1 million. Enfin, je dis vraiment ça arbitrairement. Et on ne pourra pas aller au-dessus. On aura atteint un palier et ça va fluctuer de quelques centaines, milliers d'euros. C'est déjà le cas que si tu fais un graphique de la volatilité du Bitcoin, elle tend vers le bas, puisqu'elle baisse petit à petit. Les fluctuations à 100 000, elles sont beaucoup plus faibles que quand tu es à 10 euros du Bitcoin, tu vois, où là, tu peux passer à 20 d'un coup. Parce que c'est plus dur d'en acheter et d'en vendre, c'est quoi qui fait ça ? C'est qu'il y a juste beaucoup plus d'argent. Donc, en fait, pour que ça change, là, le marché, il vaut des milliers de milliards. Il vaut 2-3 000 milliards. Donc, c'est pas parce que tu achètes 10 millions ou 100 millions même de Bitcoin aujourd'hui que tu vas bouger le marché. Alors que quand le marché du Bitcoin, en totalité, valait 100 000 balles ou 1 million ou même 10 millions, bah, si toi, d'un coup, tu achètes 1000 ou 1 million, tu fais bouger le marché énormément. C'est ce qui fait que sur plein de petites crypto-monnaies, il faut faire extrêmement attention parce que vous investissez sur un marché en fait, où il y a ce qu'on appelle un market cap, une capitalisation totale qui est de 20 millions. Bah, tu as un mec qui va venir prendre une position à 1 million, il va bouffer tout le monde. Sur Bitcoin, c'est plus possible maintenant, par la taille du marché. Donc plus ça va continuer à grossir, plus en fait la volatilité elle va tendre vers zéro. Et donc tu auras un Bitcoin qui va croître mais de manière beaucoup plus faible. En fait, j'ai bien compris ce que vous disiez sur la valeur intrinsèque du Bitcoin qui va pas changer. Mais en fait, là, si je reviens sur mon point, c'est que si je me mets dans la peau et j'ai pas ces informations-là, tu vois que potentiellement à terme le prix, l'équivalent euro par exemple Bitcoin va se stabiliser, et que moi dans ma tête j'ai une vision du Bitcoin par rapport à l'euro. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, admettons, j'ai tant de Bitcoin qui valent genre 10 000 euros. Aujourd'hui, selon la valeur et la volatilité du Bitcoin, bah, ce 10 000 euros, bah, il peut être il peut être à 50 000, je sais pas. Bon, il faudrait comme un bon poids, mais tu vois, je dis n'importe quoi. Et ça peut être aussi réduit à 1000 derrière, tu vois. Alors que les gens pourraient se dire, ouais, mais moi, si j'ai mon 50 000 sur une banque, bah, vu que c'est déjà en euros, même si ça peut baisser, même si l'inflation grignote, tu vois, bah,
j'aurais toujours, en tout cas, plus ou moins, mais tu vois, et c'est peut-être ça la peur qu'il peut y avoir là-dessus, de se Mais dire j'épargne en c'est clairement Bitcoin. ça, ouais. C'est Alors, ça. il y a un premier point que tu as dit qui est très important, c'est que mettre de l'argent sur un compte bancaire n'est pas sans risque. En fait, Justement. Et c'est déjà c'est le premier point. C'est-à-dire que ça, je pense qu'il y a un côté éducation financière. exactement. Et c'est il y a là le que je mauvais veux en message qui est passé, c'est qu'on parle de. Enfin, je pense même un conseiller, vous pouvez lui tendre la perche, entre guillemets, vous lui dites est-ce que c'est sans risque, il va vous dire oui. Ouais. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Il y a le risque minimum, c'est l'inflation. Hmm. Si vous avez un compte courant qui vous rémunère pas, vous perdez l'inflation en pouvoir d'achat tous les ans. Donc, a priori, l'objectif, c'est 2% de la Banque Centrale Européenne. Donc, à minima, vous perdez 2%. Mais sauf que moi, je pense que l'inflation réelle, elle est beaucoup plus importante que l'inflation annoncée, qui était déjà très élevée. À un moment donné, en Europe, on a vu des inflations qui approchaient les 2 chiffres avec suite au Covid, parce qu'on a imprimé beaucoup d'argent pour relancer l'économie. Ce qui est d'ailleurs, on stoppe l'économie pour imprimer de l'argent pour relancer l'économie. Et au final, en fait, on a, j'allais dire un gros mot, on a un peu mis à l'envers à tout le monde, puisque d'un coup, surprise, le pouvoir d'achat, comme par hasard, tout a doublé. Enfin, en fait, au bout d'un moment, c'est une réalité. Quand les gens disent, je pense que c'est le cas pour beaucoup de familles, vous avez vos parents ou même vous qui disent les choses sont devenues quand même très chères. Mais oui, en fait, les choses sont devenues très chères parce que l'argent, on en a tellement imprimé qu'il y en a plus qui circulent et donc votre argent, il vaut moins. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc là, ça, c'est le premier point, c'est dire en fait, il n'y a pas de sans risque, il y a un risque. Et après, quand tu investis, à partir du moment où tu investis, c'est pour générer quelque chose, fructifier ton argent. Et donc là, il y a un risque, puisque le concept en finance, c'est risque-rendement. Sans risque, il n'y a rien. Avec risque, plus il y a de risque, plus il y a du potentiel de rendement. Et là, c'est un choix à chacun. C'est effectivement le risque court terme sur Bitcoin, il existe, puisqu'il y a une fluctuation. Donc, si vous voulez acheter du Bitcoin pour le revendre le lendemain, je dirais que le risque, il est très élevé. Parce que du jour au lendemain, avant, on pouvait faire du moins 20%, moins 30%. Donc, si vous mettez 100 €, vous vous retrouvez avec 70 €, c'est chiant. Et peu importe le chiffre. Maintenant, on a des fluctuations du jour au lendemain qui sont plus à 2 chiffres. Donc oui, vous pouvez passer de 100 à 95 ou de 100 à 105, 5%. Mais c'est aussi ce qui fait qu'il y a le côté... Toujours pareil, c'est à double tranchant. Donc l'avantage à l'époque de prendre ce risque-là, c'est ce qui faisait que sur le Bitcoin, vous pouviez faire x2 aussi. Maintenant, c'est plus trop le cas, ce qui est une bonne nouvelle. Mais c'est pour ça que pour moi, je ne vois pas le Bitcoin comme un investissement pour essayer de s'enrichir rapidement. C'est plutôt de dire de ne pas m'appauvrir et juste de protéger mon pouvoir d'achat. Mais comme l'euro baisse, en fait, en Bitcoin, j'ai plus en euros. Mais c'est juste que tu t'appauvris pas. Parce qu'avec ces bitcoins, tu vas toujours pouvoir acheter une maison à la fin. C'est vraiment, on est dans la réserve de valeur. C'est vraiment la réserve de valeur, c'est protection du pouvoir d'achat. Et donc, pourquoi nous, on se positionne le bitcoin sur on parle d'épargne chez Bitstack et pas d'investissement. C'est parce que c'est vraiment vous gagnez de l'argent et vous épargnez, vous protégez votre argent. Parce que l'épargne, c'est ça, c'est stocker de la valeur dans le temps. C'est ça l'épargne. Et donc, pour la stocker dans le temps, il faut que ta valeur, elle est la même valeur 10 ans plus tard. Et donc, le Bitcoin, c'est ça que ça fait, en fait. C'est ça la solution et la proposition de valeur de Bitcoin, c'est de dire votre valeur, elle sera la même 100 ans plus tard, parce que tu auras toujours 1 million, un Bitcoin sur 21 millions. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est, je pense, au fond, le fond de ces préoccupations-là, c'est un peu même philosophiquement une question de confiance. Parce que quand on regarde au niveau des banques, tu as parlé de risque minimum qui est l'inflation, mais le risque maximum, c'est l'effondrement de la banque. Exactement. Et en fait, on part du principe que comme la banque, ça va, donc ça continuera d'aller. Et je crois que c'est Nassim Taleb qui parlait de signes noirs, tu vois, donc des éléments qu'on ne peut pas prévoir, mais qui statistiquement finissent toujours par arriver. Et alors, pas nécessairement l'effondrement de la banque, c'est pas ce que je dis, mais qu'en fait, c'est une réalité. Et en fait, c'est toute la confiance qu'on a réussi à instaurer dans la société de OK, tu l'as dit très bien, le banquier va te dire c'est safe. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que si demain tout le monde se pointe au guichet de la banque et veut retirer son argent, c'est pas possible. Crédit Suisse, il y a quelques années, c'est pas si safe. Ils ont dû être achetés par UBS. Non, mais même c'est ce qui s'est passé en 2008 aux États-Unis. C'est ce qui s'est passé en Grèce il y a finalement pas très longtemps. C'est ce qui se passe actuellement dans beaucoup de pays, dont le Liban. Moi, j'ai des amis libanais. Littéralement, la banque est fermée. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le rideau à Beyrouth, il y a la banque, il y a le rideau, la grille. Et juste, en fait, tu ne peux plus contacter personne et ton argent, il a clairement disparu. Donc, le risque, il est réel, effectivement. En France,
Ce qui est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, c'est qu'on a un système c'est assez particulier. C'est pas le cas aux États-Unis, c'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays où on a très peu de banques. Et elles sont tellement grosses que en fait, les 5 plus grosses banques françaises ont tout ce qu'on appelle un risque systémique. C'est-à-dire que s'il y en a une qui s'effondre, c'est pas juste la banque qui s'effondre, elle impacte tout le système. Il y a tout le système qui a risque de s'effondrer. Too big to fail, c'est ça? Ouais. Mon Bah, elles super sont too big to accent, fail. ouais. Ouais, c'est ça. Too big to fail, mais si elles fail, c'est mal barré pour Ouais. tout le monde. Et c'est à tel point que quand tu leur demandes quel est le risque que la banque s'effondre, ils te disent en fait, si ça s'effondre, il y a tout qui s'effondre, donc c'est l'argument pour dire que ça s'effondrera pas. Ouais. Ouais. Bon, Un peu ridicule. donc, mais comme tu l'as dit, rien n'est impossible. Il y a quand même des tendances de fond qui sont, je pense, quand même inquiétantes. Là, c'est le sujet encore une fois politique du jour, c'est l'endettement de la France. Ouais. La France qui emprunte de l'argent maintenant à des taux qui étaient l'équivalent de la Grèce quand ça s'était mal barré pour eux. Donc là, il y a un sujet, c'est mal barré, franchement, c'est chaud. Donc les gens doivent se poser ces questions-là. Comment s'affranchir? Où est-ce que je place mon argent? C'est pas pour rien que les grandes fortunes placent leur argent pas dans les mêmes banques, pas dans les mêmes pays, etc. Parce qu'il y a un sujet de risque quand même, de diversification, pas que sur les produits financiers du coup, mais justement pour aussi eux mitiger ces risques d'effondrement un peu systémiques. Et après, il y a le Bitcoin qui a pas du tout ce risque-là, qu'on appelle un risque de contrepartie, pour information. Voilà. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, ça demande tout à chacun, en comprenant ces idées-là, de se positionner limite philosophiquement, économiquement, politiquement, de OK, est-ce que tu préfères croire dans les institutions ou alors dans des choses, du coup, dans des actifs par exemple décentralisés, ou avoir vraiment cette logique-là de se réveiller, se dire OK, est-ce que je suis si safe que ça, tout simplement parce que je suis dans un confort, quoi. Satoshi a fait, c'est la citation de Satoshi. Il a dit le problème du système financier actuel, c'est toute la confiance qui repose sur le système, mais l'histoire a montré que cette confiance a été brisée à plusieurs reprises, donc Bitcoin, quoi. Ouais. Ça, c'est exactement ce que tu dis. Ouais, je comprends. Mais après, ça revient à une conversation qu'on a eue, je crois que c'était juste hier ou avant-hier. C'est le fait d'avoir un esprit critique et de se poser des questions. Enfin, on fait des choses très mécaniques parce que c'est devenu une habitude, sans se poser les questions de est-ce que c'est une bonne chose ou pas. Et du coup, il faut remettre ça en perspective et se dire OK, on utilise les banques, on utilise même pour le Bitcoin. On ne dit pas d'utiliser le Bitcoin forcément, mais pourquoi je l'utiliserai, dans quelle perspective, et se poser les bonnes questions. Mais ça, c'est la base de la vie. Il faut pas prendre les choses pour acquis. Il faut être souverain dans ses pensées, c'est ce que je disais au tout début. C'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que c'est vrai. Il faut challenger. Il faut se construire ses propres idées, surtout dans un temps où l'information est libre, beaucoup plus qu'avant. Alors maintenant, il y a l'intelligence artificielle, c'est un autre sujet. Parce qu'on croit uniquement ce que ChatGPT dit, c'est soit une bonne chose, soit une très mauvaise chose en fonction de la tournure que ça prend. Du prompt. Non, mais ça, c'est un vrai sujet. C'est qu'avant, on avait une question, on avait une information. Je fais une très courte aparté. L'information qui nous était présentée, on était quand même libre de choisir la source d'information. En fait, là, aujourd'hui, vous allez réaliser quand je vais expliquer ça, mais en fait, on a une confiance absolue sur ChatGPT. C'est-à-dire que comme par rapport au format et à l'expérience client, vous posez une question, vous avez une réponse, vous partez du principe que c'est la bonne réponse. On ne va pas la valider forcément. Vous n'allez jamais challenger ce que... Voilà, grosso modo. Et le problème, c'est que si c'est vrai, tant mieux. Mais le jour où ça, en fait, on va avoir une idée de pensée qui est quand même généralisée pour tout le monde. Parce qu'en fait, tout le monde aura la même réponse à la même question. Bon, ça, c'est juste quand on regarde, en fait, c'est tout le problème du raisonnement qu'on a par défaut, qui est une sorte de raisonnement par analogie. C'est-à-dire que soit, quand il nous arrive une situation, un problème, une thématique à laquelle on est confronté, le raisonnement, c'est quoi? C'est soit, OK, que pensent les autres, que font les autres? Ou alors, que pense une autorité en particulier, donc que ce soit l'État, tes parents, etc. Ou bien, qu'est-ce qu'on raconte là-dessus, en gros, donc la narrative, en gros. Toute l'histoire qu'on raconte là-dessus, et on va se baser sur ça, et pas pose, OK, alors, qu'est-ce qui est vrai, ce qu'on appelle les principes premiers, je crois. C'est OK, qu'est-ce qui est vrai? Et on raisonne, et on essaie de raisonner, et on essaie de raisonner à partir de ce qui est vrai, ou en tout cas de ce qu'on ne peut pas nier, ou essayer de découvrir justement, revenir à la base des choses. C'est ça. Quelles sont les informations qu'on a à disposition? OK, est-ce que les banques, il y a un risque de nanana? Est-ce que le Bitcoin, c'est quoi? Tu vois? Et c'est tout ce travail-là qu'on fait parce qu'on fonctionne en raccourci dans le cerveau. Donc c'est ça. C'est à ça que ça sert. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Continue. Pour avancer un peu sur le sujet, alors il y a plusieurs éléments dont on va discuter là à venir. Il y a tout ce côté cliché un petit peu, peur qu'on va évoquer. Les avantages aussi de détenir du Bitcoin, on en a déjà pas mal parlé.
Il y a des parallèles à faire. Et comment aussi, derrière, on peut mettre un premier pied dedans quand on commence à s'y intéresser. Moi, j'avais une question pour finir sur ça un petit peu. C'est que du coup, on parle depuis tout à l'heure un petit peu de ce côté épargne. L'idée que voilà, le Bitcoin, c'est pas quelque chose sur lequel tu as acheté aujourd'hui, tu revends demain, et c'est comme ça que tu vas te faire de l'argent. C'est pas l'objectif en tout cas. Et pour ce côté épargne, on met souvent en avant les ETF, le S&P par exemple, etc., qui sont des valeurs assez sûres sur du 10, 15, 20 ans. Comment tu compares, toi, le Bitcoin par rapport à ces actifs, enfin ces produits? Et est-ce que tu dirais que ça fonctionne de la même façon, qu'il y en a un qui est plus avantageux Alors, pour ceux qui ne vont pas faire 100% de leur épargne en Bitcoin, comme moi, toi? effectivement, en fait, il faut partir du principe que justement, épargner sur un livret à taux, ce que tous les Français font, ce qui est un peu malheureux, donc tous les PEL, les livrets A, les plans d'épargne retraite, les plans d'épargne logement, les plans d'épargne étudiants, etc. Tout ça, c'est bof. Ouais. Alors, et parfois, il faut checker parce qu'il y a des avantages fiscaux. Donc, pour si vraiment de l'argent, que vous voulez mettre pas beaucoup d'argent sécurisé à très court terme, parce que là, vous devez financer effectivement vos études ou votre coussin de sécurité pour s'il se passe quelque chose. Là, si vous arrive un accident ou quelque chose, vous avez besoin d'argent rapidement, ça oui. Mhm. Par contre, de se mettre à épargner pour se construire son patrimoine sur ses comptes, c'est ridicule. Pourquoi ? Parce que donc tout ce problème d'inflation. Et donc les gens se mettent à investir. Ouais. D'ailleurs, il n'y a jamais eu autant d'argent sur les marchés depuis qu'on a commencé à imprimer autant d'argent. Parce Ouais. que investir, c'est en fait une façon de contrer l'inflation. C'est ça. C'est de se dire, en fait, justement, là, l'épargne, en fait, n'existe plus. Donc, en fait, il y a même un aspect philosophique, c'est que l'épargne, ça n'existe plus sur les monnaies fiat, sur les monnaies étatiques. Et donc, je n'ai plus d'autre choix que d'investir pour justement ne pas perdre en pouvoir d'achat et protéger mon épargne. Et donc là, il y a eu énormément d'argent et c'est ce qui fait que la bourse a explosé sur les 20 dernières années parce qu'il y a un premium qui s'est créé donc un écart qui s'est créé entre les bénéfices réels, l'augmentation des bénéfices réels des sociétés, qui devrait justifier l'augmentation de la valeur de la société, et l'augmentation de la valeur de la société qui ne justifie pas, qui ne sont pas justifiés par les bénéfices gérés. Ouais. C'est juste que les gens en fait ont fui l'épargne parce qu'elle ne marche plus, pour injecter de plus en plus d'argent sur les actions, sur les ETF qui ont démocratisé justement ça, puisqu'il y a eu cette tendance de fond de vouloir investir sur les marchés, et l'ETF a rendu ça extrêmement accessible, puisque là, on investit sur des produits avec très peu de frais, qui sont diversifiés par défaut, et donc qui suivent, c'est le concept d'un ETF, c'est un indice qui suit la performance d'un panier de produits, d'actifs. Donc soit le S&P 500, c'est les 500 plus grandes entreprises américaines, le CAC 40, c'est les 40 plus grandes entreprises françaises. Il y en a par thématique, par géographie, etc. Tu as même la MSCI World qui traque toutes les entreprises dans le monde. Donc ça permet d'investir facilement sans prendre de risques en disant je mise sur Apple, et si Apple dans 10 ans n'existe plus, c'est mal barré. Donc ça, c'est cool. Et donc si on ne met pas 100%, je trouve qu'à minima, en fait, on ne devrait plus épargner au sens initial du terme, qui était de mettre dans des comptes sans risque. À minima, les gens devraient investir. Okay. Et ça ferme la boucle. Et ce que je disais, pour ça que les Américains le font, bizarrement, leur ascenseur social sur les 20, 30, 40 dernières années est beaucoup plus important que l'ascenseur social des Français qui sont du coup pas devenus aussi riches que les Américains, parce qu'eux ont investi sur les marchés. Donc les gens devraient faire ça. Et là, si on fait plus le cas d'école plus sage, on vient mettre du Bitcoin dedans. Donc comme ça, on a quelque chose où j'investis sur l'économie mondiale ou l'économie française. Alors, vaut mieux mondiale que française, pour les raisons aussi qu'on a énumérées, ou l'économie américaine, ou une géographie de l'Europe. Il y a des indices qui traquent comme ça, sur des industries différentes. Il y a des indices qui font par industrie, mais vous pouvez aussi prendre des indices qui traquent plusieurs industries. Donc comme le S&P 500, c'est industrie agnostique, c'est juste les 500 plus grandes aux US. Comme ça, voilà, vous avez votre argent qui est protégé, et en même temps, vous mettez du Bitcoin, et vous avez un peu le meilleur des deux mondes. Après, encore une fois, faites vos recherches, construisez-vous vos propres convictions. Moi, j'ai peu de convictions sur le système actuel, et donc je mets 100% en Bitcoin. Parce que pour moi, le Bitcoin, il y a encore aussi cet aspect opportuniste où on n'est qu'au début, l'offre elle est fixe, il y a énormément de demandes qui va gérer. Donc pour moi, le Bitcoin va surperformer n'importe quel autre actif. Donc c'est pas trop tard. C'est un peu la question du vrai ou faux au début. Est-ce que c'est trop tard pour... on avait dit investir, mais en tout cas acheter du Bitcoin? Non, ça l'est pas. Pas du tout, parce qu'aujourd'hui, en fait, encore une fois, il faut que les gens réfléchissent. Est-ce qu'ils pensent que le Bitcoin résout tel ou tel problème et que si ça a de la valeur ajoutée?
Si ça résout tel et tel problème et que ça a de la valeur ajoutée pour des personnes, c'est que ça répond à des vrais problèmes, des vrais cas d'usage, dans ce cas-là, il y a de plus en plus de personnes qui vont l'adopter. Soit parce que ça leur résout un problème sur le paiement, soit parce que ça leur résout un problème sur l'épargne. Ouais. Donc aujourd'hui, on n'est pas du tout le monde à utiliser le Bitcoin. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, mais quand souvent, moi je vis dans une bulle où je parle beaucoup du Bitcoin, etc., et de ma société, mais en fait, je me rends compte dès que je parle à quelqu'un dans un magasin que en fait, pas tout le monde connaît le Bitcoin. Il y en a, Ouais, bien sûr. tout le monde en a entendu parler, mais pas tout le monde sait ce que c'est. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire. Si les gens se mettent à acheter du Bitcoin, il y a encore de la marge, sachant qu'à minima, si le Bitcoin fait la capitalisation de l'or, pour juste le cas d'usage réserve de valeur, Ouais. on a un Bitcoin qui a plusieurs centaines de milliers d'euros. Mhm. On est à 500, 600, 700, 800 000 euros le Bitcoin. Ouais. Donc rien que ça, il y a une marge. On peut encore potentiellement faire des x2, x3. Alors, je dis Ouais, pas donc ça, plutôt. c'est pas un conseil en investissement, de 1. De 2, il y a des risques. Et de 3, je connais pas l'horizon de temps. Je Ouais. peux pas dire si ça va être l'année prochaine, en un an, ou si ça va être en 10 ans. Mhm. Et après, ça peut aller plus loin. C'est-à-dire, est-ce qu'on pense que le Bitcoin est à minima mieux que l'or? Oui Ouais. ou non? On se fait une idée. Ensuite, si c'est plus que l'or, puisque le Bitcoin n'est pas uniquement une réserve de valeur, mais permet de faire du paiement pour 7 milliards de personnes quasiment sans frais, que tu as un compte en banque ou pas, juste parce que tu as une connexion Internet, ça fait 7 milliards de personnes qui veulent acheter du Bitcoin, divisé par 21 millions. Ça fait peu de Bitcoin par personne, vaut mieux être celui qui en a beaucoup. Ouais. Tu vois, tu as un côté un peu aussi, je sais pas si c'est méritocratique, il y a un côté, effectivement, celui qui a le plus de Bitcoin, il est plus riche que celui qui en a moins, par définition. C'est intéressant parce qu'on retrouve ici, là, dans ton discours, une certaine vision de l'investissement maintenant, plus que de l'épargne d'en détenir, ou en tout cas d'en détenir, mais dans une logique de OK, je sais pourquoi je le fais d'un point de vue OK, j'ai accès à quelque chose qui va rester, qui est décentralisé, etc. Mais il y a aussi le potentiel qu'on est encore qu'au début et que ça peut quand même augmenter. Mais ça, après, c'est une conviction. Et là, on rentre dans de la logique d'investissement. Et comme tu as dit, faites vos propres recherches, quoi. C'est ça. Ok. Mais je pense, moi, c'est même plus tranché ça, c'est investir dans des sociétés, donc sur la bourse et tout ça, c'est investir. Parce que tu Ouais. investis dans une entreprise qui va utiliser cet argent pour se développer, générer plus de bénéfices et donc se valoriser et te rendre une partie de ton argent. Donc il y a un rendement. Ça, c'est investir. Le Bitcoin, tu investis pas, il n'y a pas de rendement. Ouais. Donc pour moi, le Bitcoin, ça réintroduit la vraie définition de l'épargne. Mhm. D'accord. Donc pour moi, il y a investir qui sera investir dans des sociétés qui existera toujours. Et tu as épargné, qui est le Bitcoin, puisque épargner, c'est juste le fait qu'il y a un Bitcoin sur 21 millions. Ouais. Donc tu auras la part de pizza, ça sera toujours la même. Mhm. Donc pour moi, ça vient juste réintroduire ce système d'épargne, puisque épargner avec de l'argent qui n'a plus de valeur, l'argent papier, en fait, tu ne peux pas épargner avec quelque chose qui, par définition, se dilue parce Ouais, qu'on en bien crée sûr. de plus en plus. Donc c'est un peu, ça sera pour le coup là, le Bitcoin se rapproche plus de l'or, même si l'or, c'est pas fini. Ouais. Donc pour moi, le Bitcoin est largement supérieur à l'or. Donc pour moi, je suis assez convaincu à titre perso, et c'est pas encore une fois Bien pas un sûr. conseil, mais que c'est à minima mieux que l'or et du coup en termes de valeur, ça sera reflété parce que le Bitcoin n'est pas fini. C'est rare, mais si on creuse plus, il y a plus d'or. Ouais. Et donc plus l'or a de la valeur, plus du coup il y a des investissements qui sont faits par les sociétés minières d'or pour en trouver plus. Après, il y a aussi les sujets de trouver de l'or sur des astéroïdes, etc. Mais donc c'est pas fini de manière absolue. Le Bitcoin, c'est fini de manière absolue. Il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Donc même s'il y a beaucoup de gens qui veulent du Bitcoin, l'offre, c'est un graphique économique. Quand tu fais écho 101 à l'école, à l'université, c'est l'offre, la demande. Ouais. Et parfois, la demande influe l'offre, puisque plus ça a pris, ça doit se rééquilibrer. Si vous avez fait tous ces cours d'économie, là, là, sur le Bitcoin, ça bougera jamais. Donc si tout le monde, d'un coup, tout le monde se jette sur acheter du Bitcoin, le prix du Bitcoin, il va juste exploser parce que l'offre, elle est limitée à 21 millions. Donc c'est mieux que l'or. Et en plus, c'est beaucoup plus facile. Essayez de prendre un lingot d'or à l'aéroport et d'aller aux États-Unis parce que vous devez déménager. Ça va être compliqué pour vous. Versus, vous pouvez avoir 10 milliards de dollars de Bitcoin sur votre clé. Et tu peux faire une transaction, tu peux l'avoir sur une clé. Et toi, d'ailleurs, du coup, tu épargnes tout en Bitcoin. Tu as quand même des euros sur tes comptes courants. Tu gardes un peu d'euros pour payer des choses dans la vie tous les jours.
Bah après, sans rentrer dans les trop de Ouais, détails. je te demande pas. Alex, Non. combien de bitcoins tu détiens? Vas-y, dis-nous. Exactement. Non, alors déjà, j'ai que 28 ans, donc il faut pas imaginer que non plus. Comme je le disais, il y a des gens qui sont dans l'industrie depuis bien plus longtemps que moi et des gens qui avaient de l'argent. Ouais. Et s'il s'avérait qu'ils étaient convaincus et que tu as de l'argent à un moment où le bitcoin valait moins de 1 euro Bien sûr. ou 10 euros, bah, c'était facile de mettre 500 balles et en fait, je te retrouvais avec 500 bitcoins. Tu vois. Ouais. Moi, bon, faut pas être con pour s'imaginer que j'en ai non plus. Que je suis multimilliardaire. C'est pas le cas parce que j'ai gagné mon argent il n'y a pas si longtemps Ouais, en bien fait sûr. finalement. Et puis j'ai travaillé que 3 ans, etc. Bon, Il y a pas mal d'enlèvements en ce moment, donc on va éviter. voilà, c'est exactement. Non, Donc, l'idée, c'est plus le Bitcoin ne permet pas de tout acheter. Voilà, donc juste est-ce que pour t'as te encore répondre, des euros, voilà, pour c'est te un peu ça. répondre, moi, ben, en fait, aujourd'hui, c'est illégal de payer un salaire autre qu'en euros. Ok, ouais. Donc, tout le monde reçoit ses salaires en euros, Ouais. dont le mien, pas avec Bitstack. Avec cet argent-là, je paye mon loyer, je paye mes postes de dépenses, Ouais. et ce qui me reste, je le mets en Bitcoin. Ok. Ouais. Tout simplement, Non, mais du Avec coup, tu fais Bitstack. pas tes achats avec Bitstack. forcément. Tu fais pas tes achats courants en Bitcoin. Ça Non, t'arrive tu peux d'acheter pas. des choses en Bitcoin sur Internet ou Non, autre pour Non. une raison assez simple, pour 2 raisons. Ouais. Bah, comme ça va valoir plus Les garder. plus tard qu'avant, je vais pas les dépenser. Je Ouais. préfère dépenser mes euros, premièrement. Et deuxièmement, il y a un problème de fiscalité en France. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu payes avec tes bitcoins, c'est comme si tu les vendais. Ok. Et donc, tu vas être imposé, tu vas falloir calculer ta plus-value. Donc, imaginons que tu les as achetés, c'était 100 euros un bitcoin. Un bitcoin vaut 200 euros. Tu achètes une console à 200 euros. Bah, tu auras fait 100 euros de plus-value et tu vas devoir donner 30%, donc 30 euros à l'État. Donc en fait, c'est compliqué. T'imagines, tu fais ça sur plein de mini-transactions pour calculer la fiscalité du truc. C'est un mal de tête. Ok. Donc pour ces 2 raisons, je suis pas très, moi, je suis pas très fan de l'idée du paiement en crypto en France. C'est pour ça que sur Bitstack, on pousse pas vraiment le cas d'usage du paiement. Tu peux le faire dans le sens où tu peux transférer des bitcoins. Moi, je le vois comme tu veux, pour les sécuriser toi-même, pour les envoyer sur une autre plateforme. Tu peux payer, du coup, par définition, tu peux faire un paiement en bitcoin, tu scannes un QR code avec Bitstack, tu peux. Mais c'est pas un vrai cas d'usage. Je pense pas que ça va remplacer le paiement parce que en plus, tu veux les garder, comme je disais, parce que ça va valoir plus. Ouais. Donc c'est vraiment. Ce sera peut-être le cas plus tard, à très long terme, par contre. Ouais, à plus long terme, il faut qu'on résout le problème de fiscalité. C'est quand même un sujet. Je suis pas très fan d'appliquer cette fiscalité de manière très standard, comme ça, 30% sur la plus-value. Peut-être aux US, ils avaient par exemple parlé de dire sur des montants à moins de 300 euros, il n'y a peut-être pas cette fiscalité qui s'applique. Je trouve que ça peut être intéressant, à creuser. Mais tu vois, c'est pour ça que sur Bitstack, la vision qu'on a, c'est un compte courant en euros et un compte épargne en Bitcoin. Ok. Et justement, par rapport à ce côté utilité, et on va venir au point, l'application concrète et tout, mais sur ce côté utilité, tu l'as dit toi-même, tu as dit que si un jour tout le monde commence à se ruer sur le Bitcoin, bah du coup, ceux qui en ont déjà, ceux qui en détiennent le plus seront le plus valorisés. Ok. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, justement, selon toi, les gens de se ruer là-dessus? Parce que est-ce que c'est parce qu'on n'a pas encore connu le moment ChatGPT du Bitcoin où l'utilisation devient... les barrières naturelles qu'on a, et c'est pour ça qu'on fait ce talk normal notamment aussi, ne sont pas encore franchies, c'est pour ça? Ouais, c'est un bon point. Oui, je pense qu'il y a encore... Alors, mine de rien, ça avance, ça évolue. Pour la première fois, on est à un stade où tout le monde a entendu parler du Bitcoin. Avant, déjà, il fallait en entendre parler. Ça, c'est le premier point. Maintenant, on est arrivé à un stade où tout le monde en a entendu parler, mais il y a un écart énorme entre tout le monde a entendu parler et 10%. C'est ça. On peut donner des chiffres. Donc, il y a à peu près 80, même je pense plus de 90% des gens en France qui ont entendu parler on va parler juste en France pour faire un cas concret, puis on est en France. Plus de 90% des gens qui ont entendu parler du Bitcoin, et on est à peine à 10% des gens qui en détiennent. Donc on en a déjà acheté. Alors moi je trouve ça hyper intéressant parce que justement, là je parle d'un point de vue entrepreneurial, justement Bitstack se positionne pour dire ok, là il y a une opportunité, il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler, il y a des barrières à l'entrée, on va en parler, mais justement nous si on adresse ces barrières à l'entrée, on peut faire passer de 10 à 90, entre guillemets, je schématise. Donc l'opportunité marché est énorme. Maintenant, quelles sont ces barrières? Il y en a plusieurs. Déjà, il y a un côté pédagogie. Donc on en parle là. Les gens faut en entendre parler, mais il faut comprendre. Une fois que tu en as entendu parler, il faut comprendre quelle est la proportion. Qu'est-ce que c'est que le Bitcoin? Quelle est la proportion de valeur du Bitcoin? Pourquoi acheter du Bitcoin? Justement, c'est pas que pour spéculer, c'est parce que il faut comprendre le système financier actuel, que tu perds de l'argent, que en fait ton épargne durement gagnée, il faut la protéger pour acheter ta maison. Pourquoi en fait garder des euros c'est pas bien et que tu perds de l'argent et qu'il y a un risque. Donc le Bitcoin, et on le voit, c'est très compliqué. On parle d'argent. En plus, on a un pays où il y a peu d'éducation financière.
Même avec une éducation financière, les gens ont quand même encore beaucoup confiance aux institutions. Ouais. Donc, et là, après, tu introduis le Bitcoin. Et après, sur le Bitcoin, il y a tous les poncifs sur le Bitcoin parce que malheureusement, je pense que l'adoption irait beaucoup plus vite si on n'avait pas autant de détracteurs. Mais pour des raisons plus ou moins évidentes, il y a des gens pour qui c'est mieux que le Bitcoin n'existe pas. Ce qui est dommage parce que le Bitcoin vraiment résout un problème pour des gens. Enfin, c'est ça, le Bitcoin, on n'est pas là pour spéculer, on n'est pas là pour s'enrichir. Le Bitcoin n'emmerde personne, entre guillemets. Tu l'utilises si tu veux l'utiliser parce que c'est utile pour toi. Il s'avère que c'est utile pour des milliards de personnes déjà aujourd'hui, donc tant mieux. Mais ça gêne quelques personnes. C'est sûr que si tu es dans un gouvernement qui contrôle ta population, tu veux pas que les gens commencent à s'affranchir. Si tu as la Banque Centrale Européenne, tu veux peut-être pas aussi que le Bitcoin existe. Donc, tu vois, il y a quand même plein de choses comme ça. Et concrètement, il y a des gens qui écrivent des articles en disant oui, le Bitcoin a été utilisé pour financer le terrorisme, le Bitcoin machin pour blanchir de l'argent, le Bitcoin ça pollue. Comme l'euro. L'euro a été utilisé pour... Alors souvent, en fait, ce qui est malheureux, c'est qu'il y aurait des vrais débats intéressants sur ces sujets-là, mais déjà, c'est les personnes généralement qui poussent ces messages-là ne veulent pas le débat. Donc ça en dit long généralement. D'ailleurs, ça, c'est un signe pour tout dans la vie. Si les gens ne veulent pas débattre sur leur idée, c'est que l'idée, elle est quand même bancale. Donc ça, c'est le premier point. Et en plus, ils n'ont pas fait de recherche. Ça se voit parce que dans la manière dont les études sont poussées. Et donc, il faut combattre ces deux choses-là. C'est-à-dire que d'un côté, il faut expliquer le problème. Après, il faut expliquer la solution, qui est le Bitcoin, le problème, le système actuel. Il faut en plus, au passage, pousser tous les détracteurs pour dire non, ça, c'est pas vrai, ce qu'on t'a dit. Ça, c'est pas vrai non plus. Ou non, ça, c'est pas exactement comme ça. Et là, tu arrives à des gens qui achètent du Bitcoin. Donc c'est compliqué, hein. Enfin, voilà, tout ça pour dire qu'il y a du travail. Il y a peut-être un point, c'est que tu vois, typiquement, ChatGPT, avant que ça arrive, l'utilisation, on ne sait pas concrètement tout le monde comment ça fonctionne derrière, un LLM, etc. Et tout. C'est juste qu'à un moment donné, il y a une offre qui est tellement irrésistible et tellement simple et accessible que tu as tout le monde qui se rue dessus, peu importe ce qu'il y a derrière, peu importe tes convictions sur l'IA, ou etc. Tu vois. Ça a même donné l'impression que ça venait d'être créé, alors que ça existait depuis des années. Je vois ce que tu veux dire, c'est un peu le aha moment, où d'un coup on a compris l'utilité. Alors, il y a, pour l'intelligence artificielle, c'est un peu différent, c'est que la technologie a arrivé à un point de maturité où elle résolvait un vrai problème. Le Bitcoin, depuis qu'il existe, il résout le même problème. Donc ça, c'est un peu différent. Par contre, on n'y voit pas. Donc la solution existe. Contrairement à ChatGPT, on est arrivé à la bonne solution récemment. Parce que récemment, en fait, c'était assez intelligent pour pouvoir t'aider dans ton quotidien. Un des cas d'usage le plus utilisé, d'ailleurs, pour la petite anecdote sur ChatGPT, c'est tout ce qui est learning. Donc c'est à l'école, etc. Tu peux lui dire fais-moi un cursus de mathématiques, parce que là, je galère sur tel ou tel sujet. Donc la solution est arrivée à un bon point de maturité pour résoudre des problèmes existants. Là, c'est l'inverse sur Bitcoin. Bitcoin, la solution, elle existe. Tu fais du paiement de manière sans censure, donc incensurable, quasiment instantanément, quasiment sans frais, n'importe où dans le monde. Et un Bitcoin vaut toujours 1 sur 21 millions de Bitcoin à tout jamais. Donc, il y a un sujet sur l'épargne. Par contre, les gens ne réalisent pas le problème. T'es Libanais, tu te penches sur le Bitcoin. Tu vois, on revient. T'habites au Zimbabwe, t'as une inflation où, si tu veux, il te faut 1 milliard de dollars de monnaie locale pour commencer à acheter ta baguette de pain. Tu te dis, en fait, il faut peut-être que je me penche sur autre chose. En France, du coup, il n'y a pas d'urgence. Donc, si on vient avec ton analogie, quel est le aha moment ? Peut-être qu'en France, c'est quand tout s'effondre. Et là, d'un coup, tout le monde se rue. Et celui qui aura fait ses recherches, qui aura anticipé la chose, il sera content. Celui qui aura attendu, c'est un peu le côté méritocratique dont je fais référence. Parce qu'il y a une blague dans l'écosystème, c'est que tout le monde finira par acheter du Bitcoin, mais tout le monde aura le prix qu'il mérite. C'est-à-dire que celui qui aura fait le travail en amont, qui aura anticipé le truc et qui aura eu la bonne volonté de faire ses recherches, etc., lui, il l'a fait à 1000 balles, à 10 000 balles, ou là aujourd'hui à 100 000 balles. Celui qui se dit non, en fait, pour des raisons d'ailleurs inexpliquées, j'ai pas envie de m'y intéresser. Bon, alors que là, rien que le nombre de personnes qui bossent dessus, le nombre de personnes qui disent comme moi qu'il faudrait que vous fassiez vos recherches, vous les faites toujours pas, c'est pas grave, vous paierez le prix du Bitcoin un moment plus tard, sanction. Quand tout s'effondrera. Mais c'est juste que c'est un peu malheureux pour vous, parce que votre pouvoir d'achat, il sera fait complètement attaqué. Peut-être que, est-ce que la solution, ce serait pas, du coup, pas forcément sur le Bitcoin, mais sur le côté crypto, dans le sens que tu peux désormais avoir une signature numérique en ligne
Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un passage d'une technologie qui permettrait, par exemple, on avait vu l'arrivée des NFT, etc., ça permettait de détenir, bon, il y avait de l'art, etc., mais ça induit quand même de la propriété en ligne, ce qui est compliqué du coup à traquer. Donc, est-ce que ce serait pas ça le premier médium et qui après ferait plus facilement le lien vers le Bitcoin, la bascule vers le Bitcoin, quoi, et l'adoption du Bitcoin? Qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense pas. Pense pas. Parce que le premier cas d'usage de la blockchain, c'est la monnaie. Ok. En fait, c'est là où c'est un peu la réponse inverse des gens qui ont dit, en fait, il y a le Bitcoin qui utilise la blockchain. La blockchain, c'est le truc intéressant. On va prendre la blockchain pour en faire autre chose. Ouais. C'est un peu l'équivalent de cette analogie un peu bête que je vais donner, mais c'est comme si je te dis, tiens, un avion, c'est cool, ça vole, mais je vais enlever les ailes, juste prendre le truc pour en faire autre chose. Non, c'est le combo du truc qui fait que ça fonctionne. Ok. Donc tu enlèves une pièce du puzzle, le puzzle est incomplet. Ouais. Et la blockchain a pour seul et unique but, enfin pas seul et unique but, mais son seul cas d'usage, c'est la monnaie. Pourquoi ? Parce que la blockchain, le but d'une blockchain, c'est d'avoir une base de données décentralisée. Pour que la base de données décentralisée fonctionne, il faut qu'il y ait des incitations économiques entre les différents agents qui sont impliqués sur le réseau. Pour que ces agents soient tous incités, il faut créer un système de récompense, donc une monnaie, donc un jeton numérique. Et à partir du moment où tu crées un jeton numérique, du coup, c'est une monnaie. Donc on rentre dans, il faut réfléchir quelle est la valeur du truc. Et une monnaie, il y a une règle un peu dans la monnaie dans le monde, c'est que tu as un côté très social network, effet de réseau. Ouais. Tu veux pas être sur Facebook s'il y a que 10 personnes sur Facebook. Tu veux être sur Facebook s'il y a tout le monde sur Facebook. Ouais. Si la monnaie, c'est pareil, c'est une monnaie qui est acceptée que dans un village au fin fond de la France, personne la veut. Ça existe d'ailleurs, il y a des monnaies locales dans certaines villes. C'est assez drôle, mais personne la veut, cette monnaie. Donc toi, tu veux la monnaie qui est acceptée de manière universelle. Et c'est pour ça que tu ne peux pas avoir beaucoup de monnaie. Ouais. Et que généralement, il y a ce concept, les gens regarderont, de la monnaie plus forte chasse les monnaies les plus faibles. Et donc, à partir de ce moment-là, pourquoi aller sur Bitcoin 2.0, entre guillemets, ou Bitcoin Gold, Bitcoin Cash ou Litecoin, quand Bitcoin a fait ses preuves, est le plus résistant, et en plus a le plus de personnes, et donc le plus gros effet de réseau. Okay. Donc tu vois, tu as un côté adoption qui fait que c'est très compliqué, plus le temps passe, de pouvoir venir concurrencer. Ouais. Et tu donc vois, par exemple, c'est un cas d'utilisation sur des élections. Aujourd'hui, quand tu fais des élections, il y a quand même la dimension humaine qui rentre là-dedans, dans les votes qui sont comptabilisés, etc. etc. Si par exemple tu fais ça, tu t'inscris une présence en ligne numérique d'une personne, par exemple sur la blockchain, peut-être que je dis n'importe quoi, hein, tu vois, et que ça peut être tracé, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de transparence qui peut être utile, tu vois? Mais du coup, moi je suis assez d'avis que les seuls cas d'usage qui marcheront, ils seront développés sur Bitcoin. Ok. D'accord. Puisque le but dans... Ouais. Ok, 5 minutes, ok. Le but dans par exemple, je reprends ton cas d'usage, le vote, parce que ou l'identité numérique, parce que c'est des cas d'usage que beaucoup de gens ont essayé de creuser grâce à la blockchain. C'est ça. Mais comme je l'ai dit, encore une fois, pour que ça soit... Si le but, c'est d'avoir quelque chose de décentralisé et qu'il n'y a personne qui puisse compromettre le système, il faut du coup créer une monnaie. Enfin, il y avait tout ce sujet, donc on en est arrivé à Bitcoin. Donc en fait, si tu le construis sur Bitcoin, ton réseau, il est sécurisé. Donc si tu fais une signature cryptographique que tu insères dans Bitcoin, tu auras l'historique, ça reste etc. quand même le nerf de la guerre, quoi, en gros. Ouais, pour moi, c'est le premier cas d'usage, c'est la monnaie. Donc Bitcoin, bizarrement, après 20 ans, finalement, pratiquement, c'est le seul cas d'usage qui a réellement fonctionné. On nous a beaucoup vendu de blockchain pour ci, blockchain pour ça. Faut quand même se poser des questions. Sachant que moi, j'en ai vu des startups qui ont levé des centaines de millions. Au bout d'un moment, si ça n'a pas marché, c'est qu'il n'y a peut-être pas de problème à résoudre à ce niveau-là, ou la solution n'est pas bonne. Bitcoin est toujours là. Et une fois qu'on aura résolu ce problème de la monnaie, après, on pourra construire des choses sur Bitcoin. Ouais. Okay. Et utiliser la technologie de Bitcoin pour faire... Mais c'est la technologie, c'est Bitcoin, c'est pas la blockchain. C'est ça la nuance. Parce que pour que ça fonctionne, il faut toutes les pièces du puzzle. Peut-être rapidement, du coup, il nous reste 5 minutes. Ouais. Une petite question, justement, pour ceux qui nous regardent, qui là commencent à plonger un petit peu, à s'intéresser. Il y a 2 éléments. Comment on s'intéresse encore plus, justement, à cet univers Bitcoin? Deuxième chose, une fois qu'on s'y est intéressé, comment on met un premier pied dedans? Facilement. Facilement. Alors, pour toute l'aspect recherche, on l'a dit, c'est la première étape. Écoutez des podcasts, lisez des livres de Bitcoin standard. C'est un très bon point de départ pour expliquer un peu justement tout ce qu'on a dit, qui fait le lien entre l'économie, qu'est-ce que c'est que le Bitcoin, mais l'expliquer dans la vie réelle, quels problèmes ça résout, etc.
Ensuite, donc, lisez des livres, des podcasts, celui-là, c'est un bon point de départ. Ensuite, il y en a d'autres. Il y a Comprendre Bitcoin, que nous, on a créé chez Bitstack. Et donc, Comprendre Bitcoin de Bitstack, qui est un blog, une chaîne YouTube et un podcast. Et il y en a plein d'autres. Et après, juste faire des recherches, même demander à ChatGPT. Ça permet d'avoir déjà quelques concepts, toutes les questions qu'on s'est posées, d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et ensuite, une fois qu'on a commencé à faire un peu de recherche, parler à des gens, d'ailleurs aussi, c'est cool de parler à des gens qui sont dans le Bitcoin, ça donne des différentes perspectives, différents avis, des différents parcours. Et ensuite, acheter vos premiers Bitcoins pour tester. Et là, je vais juste parce que si je connais pas les autres, il y a plein de plateformes, donc comme ça, je fais le côté neutre. Il y a plein de plateformes. La seule recommandation que je fais, c'est de passer par une plateforme régulée. C'est pas parce que je suis biaisé et régulé, ça a quand même au moins le mérite d'avoir un avantage, c'est que vous n'allez pas vous faire escroquer, parce qu'il y a beaucoup d'escroqueries dans la crypto-monnaie, sous le prétexte que vous allez vous enrichir très vite. Et comme on manque d'éducation financière en France, du coup ça me permet de faire un petit appel de vigilance. C'est une réalité, malheureusement, moi je le vois au quotidien, il y a beaucoup d'escroqueries. Mais qui sont qu'on peut éviter facilement. C'est juste que les gens manquent d'éducation financière. Ça n'existe pas de faire x10 du jour au lendemain. Ça n'existe pas. Si ça existait, je le ferais. Et je serais le premier à le faire. Ça n'existe plus surtout. Peut-être ça existait au tout début, mais... Oui, et puis non, mais ça existe. C'est toujours nuancé, mais quelqu'un qui vous dit envoie-moi 1000 balles, je t'envoie 10 000 balles, les gens tombent dedans, ça n'existe pas. Oui, puis personne va te le faire. Voilà. Il le ferait pour lui-même. Exactement. Donc, passer par des plateformes régulées, au moins vous savez comment on check une plateforme régulée. Vous allez sur le site de l'AMF, Autorité des marchés financiers, liste des acteurs crypto agréés. Et vous avez la liste blanche et vous avez la liste noire. Au moins, vous êtes... Et si ce n'est pas sur la liste blanche, du coup, c'est avec précaution. Il faut faire ses recherches. Et une fois que vous passez par une plateforme agréée, là, vous choisissez en fonction de la plus simple, la moins chère, etc. Et là, pour expliquer Bitstack, l'avantage quand même de Bitstack, c'est que justement, on avait cette idée en tête de dire c'est à partir de 1 euro. Donc, vous pouvez aller dans la... Mais ne mettez même pas l'arrondi, mettez même pas le récurrent, mettez 5 euros, mettez 10 euros, peu importe. Ayez des bitcoins, attendez quelques jours, vous allez voir le prix qui bouge, vous allez comprendre, essayez de l'envoyer ce bitcoin. Payez avec ou envoyez-le sur une autre plateforme pour faire une transaction. Jouer avec. Et après, l'étape suivante, mettez l'arrondi. L'arrondi, c'est quelques centimes et vous commencez à épargner. Et en plus, vous n'allez pas vous en rendre compte. Donc, vous allez être content, j'ai mis de l'argent de côté. 2, en plus, ça va être en bitcoin et vous allez voir que ça prend de la valeur dans le temps, si vous le laissez pour le moyen long terme, sans trop d'efforts. Vous pouvez le stopper à n'importe quel moment. Et en plus, ça commence à faire 10-15 euros par semaine. Mine de rien, l'arrondi, en fait, c'est quelques centimes, mais ça fait une cagnotte. Ça fait 40-60 euros par mois, ça fait 500-600 euros par an. Et vous allez pouvoir, peut-être à la fin de l'année, vous aurez mis 600 euros de côté. Le bitcoin aura peut-être pris un peu de valeur, donc ça sera 700 euros. Et vous serez content d'aller en voyage. Vous, comment vous vous rémunérez sur ce modèle ? On prend 1,5%, 1,49% pour être exact. Donc on prend des frais de transaction. Vous achetez du bitcoin, on prend un peu des frais. Vous vendez du bitcoin, on prend un peu des frais. D'accord. J'ai une dernière question. Vas-y. On a vu dans l'actualité qu'il y a pas mal de banques, justement, des grosses banques américaines, qui commencent à se pencher sur le côté des cryptos et tout. On a aussi certains États qui commencent à se pencher sur la régulation. Qu'est-ce que tu en penses de l'arrivée de ces gros acteurs-là sur le marché ? Est-ce que ça te fait peur ? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose sur certaines perspectives qu'on ne verrait pas ? BlackRock, plus gros détenteur. Même l'ETF Bitcoin. De BlackRock, qui est le plus gros. Moi, je trouve que c'est positif globalement. Ça serait un autre débat. Il y a toujours des risques à beaucoup de choses. C'est jamais blanc ou noir dans la vie, de toute façon. Ça, c'est une règle de base. Mais globalement, c'est positif. Tous les signaux sont verts. Donc, moi, je suis hyper excité par tout ce qui se passe et tout ce qu'il y a devant nous. Parce que la finalité, c'est ce qui est important, c'est que les gens vont entendre encore plus parler du Bitcoin, ils vont l'adopter. Et moi, j'ai rien à y gagner d'ailleurs. C'est ça aussi par rapport aux autres crypto-monnaies. Si vous avez... Enfin, moi, je n'ai pas une monnaie que j'ai créée. Et à n'importe quel moment, je ne vais pas juste m'enrichir. Moi, je suis content d'épargner mes bitcoins. Si vous épargnez en bitcoin, je suis juste content pour vous parce que vous êtes affranchi du système et vous n'allez pas vous appauvrir. Donc, bon, ça, généralement, c'est un peu un signal sur ce que c'est intéressant ou pas. Donc, tous les signaux sont verts. La réglementation en Europe a énormément évolué. Et donc, on a des vrais acteurs comme nous, régulés, agréés,
qui peuvent offrir des solutions très simples d'acheter du Bitcoin. Donc ça, hyper positif. Et moi, je suis content, le plus il y en a, le plus il y a de solutions pour les consommateurs. On a des gouvernements qui commencent à être pro-Bitcoin. Le El Salvador qui a carrément s'est mis à acheter du Bitcoin, à créer des wallets pour ses citoyens. Il y a d'autres pays qui commencent à avoir des régulations favorables ou même des États qui commencent à en acheter. Les entreprises, les institutions, on a vu Tesla en acheter. On sait qu'il y a d'autres entreprises qui creusent le sujet. On ne va pas en parler, mais il y en a qui creusent beaucoup le sujet pour aussi placer leur argent. Les entreprises ont le même problème que les particuliers. Ils ont du cash dans un compte en banque. Quand tu es Apple et que tu as 10 milliards de cash dans un compte en banque, 5% d'inflation, tu les sens passer. Ouais. Donc eux aussi se mettent à acheter. Stratégie qui est devenue l'emblème de ça, qui se met à accumuler du Bitcoin à foison et qui injecte des milliards et des milliards pour accumuler un maximum de Bitcoin. On voit des entreprises françaises répliquer le modèle de stratégie d'accumuler du Bitcoin en plan de trésorerie. Et les ETF qui se sont démocratisés. Bonne nouvelle, puisque les ETF ont eu la plus grosse croissance de tous les lancements d'ETF de BlackRock. C'est l'ETF le plus performant de BlackRock, au-dessus de l'or. Donc c'est vraiment la folie. Tout ça, c'est très cool, ça va continuer. Et nous, à notre échelle, chez Bitstack, l'ambition, c'est que tout le monde contribue, de continuer à en parler, rendre ça plus accessible, développer des nouveaux produits. On a notamment annoncé une carte qui s'inscrit un peu dans cette démarche-là, où c'est une carte Visa qui va te permettre de dépenser n'importe où, comme une Amex. Sauf qu'au lieu de gagner des points sur ton Amex, nous, on va te donner du Bitcoin en cashback gratuitement. Donc, tu vois, c'est de développer les cas d'usage et aussi de mettre du Bitcoin dans les mains de tout le monde pour que tout le monde commence à épargner. Voilà. Trop bien. Je crois que c'est un beau mot pour conclure. Merci à vous. Le mot que je retiendrai de tout ça, c'est Bitcoin. Épargner en Bitcoin, faire des recherches et essayer de financer ses objectifs de vie en protégeant son pouvoir d'achat. Et réfléchir par soi-même aussi, Exactement. très important. Surtout, écoute, merci beaucoup Alexandre, c'était très complet. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions qu'on n'a pas pu traiter. Parce qu'on aurait pu faire 10 heures. Oui, on aurait pu. En tout cas, c'était franchement super cool. Ouais, on mettra tes liens en description. Avec plaisir. Bitstack, si vous voulez aller voir et tout regarder, jetez un œil. Et voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, ciao.